Salut, bonjour à tous, 7 heures partout au Bénin, bienvenue sur Canal 3, merci de démarrer cette journée avec nous, une journée de pluie puisqu'il pleut en ce moment sur le sud du Bénin, des orages éparses dans le littoral, une partie de l'Atlantique, dans l'Ouémé également. Prenez donc vos dispositions avant de vous engager dans toute activité ce jeudi matin. Nous sommes le jeudi 18 juin 2020, merci de prendre ce rendez-vous. Actu Matin sur Canal 3, Wahab Alikpara, Nagui Balagui, bonjour. Bonjour Christian Dandéguin, bonjour à tous. Bonjour à tous. Au sommaire, la problématique de l'accès des jeunes à l'emploi dans son agenda politique, eh bien, le gouvernement vient d'adopter une nouvelle mesure sur l'égalité professionnelle. Nous évoquerons dans nos échanges plateaux les contours du programme spécial d'insertion dans l'emploi. À partir du 1er juillet, les jeunes diplômés sont appelés à s'inscrire sur la plateforme digitale PSIE dédiée au recrutement de 2000 argents par an. La jeunesse réussira-t-elle à tirer le meilleur profit de cette opportunité qui s'offre à elle? Dans quelle mesure et quels changements espérer? On en parle. Ailleurs, dans nos écoles, le projet d'introduction des classes culturelles dans les programmes scolaires sera opérationnel dès la rentrée prochaine. Il sera question de l'enseignement des activités culturelles et artistiques dans les établissements scolaires du second degré. À l'analyse du contenu, eh bien, le chroniqueur ce matin déduit que c'est une bonne alternative à l'emploi. Vous entendrez Moïse Dossoumo juste après la une des journaux. On parlera également de la statistique avec notre premier invité. En Conseil des ministres, le 3 juin dernier, le gouvernement a transmis à l'Assemblée nationale pour étude et adoption un projet de loi sur l'organisation et la réglementation du système statistique en République du Bénin. Nous comprendrons les fondements de cette initiative gouvernementale. Laurent Houssa, directeur général de l'INSAE, sera avec nous. Et puis, dans la deuxième partie, vous aurez votre rubrique Duralex, Cedlex avec Herman Anyambossou qui reçoit Maître Nadine Dossou Sakonou. Elle est avocate au barreau du Bénin dans la fièvre de la célébration de la journée de l'enfant africain le 16 juin dernier. Nous aborderons la question de l'accès des enfants à la justice. Et plus loin, dans Environnement, on parlera de la désertification avancée dans le Nord Bénin avec Fulbert Adjimerossou et son invité, Dr Bio Oruniki. Il est docteur en sciences, en géosciences et environnement et aménagement de l'espace. Prenez donc ces différents rendez-vous sur Actu Matin. Merci de vous installer. Tout de suite, les unes des journaux. De la ville de Baragou, Loft Ressort Hôtel, un bel espace très relaxant. Découvrez nos chambres aux standines, espacées avec confort et luxe. Notre salle de conférence avec secrétariat et hall d'atelier. Notre restaurant et nos lieux de détente d'exception pour un séjour en grand. À Loft Ressort Hôtel, profitez de notre service traiteur et de notre parking grande capacité. Loft Ressort Hôtel, Baragou, quartier Arafat, 150 mètres de l'université. Réservation au 23 61 36 20 67 39 51 51. Loft Ressort Hôtel, votre satisfaction, notre plus belle récompense. Les toutes premières informations sur Actu Matin, c'est à travers les unes des journaux. Wahab Alikpara est là pour ce rendez-vous quotidien. Wahab. Oui, bonjour Christian, bonjour à tous. Les premières informations ce jeudi matin nous viennent de Fraternité. Coronavirus au Bénin, la police sanitaire, le grand absent. 3 nouveaux décès et 40 cas en 24 heures. Impact de la COVID-19, la pandémie fait chuter les performances économiques. Un taux de croissance de 3,5% attendu en 2020 contre 6,9% en 2019. Célébration de la journée de l'arbre, la FENAPAB met en terre 300 plants greffés d'anacardiers. Criette, un ancien financier du centre national hospitalier universitaire, condamné à 7 ans pour détournement. L'école aux couleurs de la culture, c'est le titre de la chronique signée Moïse Dossoumo. À la une maintenant de la Nation, programmation budgétaire et économique, le document pluriannuel des dépenses approuvé. Gouvernance sous le président Patrice Talon, les jeunes patriotes appellent
appelle à la continuité. Aide publique et droit à la concurrence dans l'espace UEMOA. Les parties prenantes s'approprient le règlement communautaire. L'économiste, activité bancaire au Bénin, la BAIC devient désormais la BIIC. Dépenses publiques 2021-2023 au Bénin, le document de programmation budgétaire et économique adopté. Info plus 12 décès au Covid-19. Faut-il confiner encore? S'interroge le journal. La protection des enfants, les visages de l'hypocrisie collective. Tribunal de Kandi, un nouveau procureur de la République nommé. La cloche, Conseil des ministres de communication et 3 nominations, création et diffusion de produits culturels. WIDA, un joker pour la création artistique grâce à Talent et pour la prise en compte des enjeux contemporains. Développement de l'arrondissement de Honto dans la commune de Dogbo, le CA Sévérin Ago attendu sur plusieurs chantiers. Quotidien, le matinal. La mesure sociale pour atténuer les effets du coronavirus. Le Bloc républicain salue les décisions clairvoyantes et pertinentes. Le Bloc républicain disait: je salue des décisions clairvoyantes, pertinentes et opportunes. Le parti se réjouit du caractère immédiat du plan de sauvetage. Conseil des ministres, le Bénin renforce l'option budget-programme. Matin libre, énergie électrique, la SBE prise en otage par un prestataire. Bénin, Rémi Kodo et Roch Néry, les nouveaux maîtres des marchés publics. Covid-19, mesures sociales du gouvernement, confusion chez beaucoup de Béninois. TBM, électricité, crédit, nécessité de repréciser. Voilà, Christian, un tour rapide des parutions ce matin avec Fraternité qui nous apprend que le grand absent dans la lutte contre le coronavirus, c'est bien entendu la police sanitaire. Justement, et c'est sous la plume de Fulbert Adjimehossou, publié par le quotidien Fraternité en sa page 3, parution de ce jour, ni vu au front, ni connu du grand public, jadis très connu pour ses actions dissuasives et répressives. La police sanitaire s'est éclipsée pendant que le contexte de la pandémie du coronavirus force à la ramener au devant de la scène, écrit ce matin Fulbert Adjimehossou. Et puis, parlant justement de cette pandémie du coronavirus, elle fait des morts au Bénin, mais aussi crée d'énormes pertes à notre pays, écrit également Fulbert Adjimehossou, qui a mené l'enquête et qui nous précise ce matin que cette pandémie fait chuter les performances économiques de notre pays. Désormais, on s'attend à un taux de croissance de 3,5%, alors qu'en 2020, il était prévu un taux de croissance de 6, d'un peu plus de 6 voire 7%, puisqu'en 2019 nous avons eu 6,9%. Le quotidien Fraternité se trouve dans les kiosques. Vous avez également la possibilité de lire les différents articles publiés sur le site www.fraternité.bj.info. Dans un instant, nous allons retrouver le chroniqueur Moïse Dossoumoun dans sa chronique du jour, l'école aux couleurs de la culture. Mais bien avant, nous vous proposons ici les titres du mini-journal. C'est avec vous, Nagui Balagui. Tout à fait, Christian. Bonjour à nouveau à tous. La tirée lourde contre le chômage endémique des jeunes au Bénin. Le gouvernement sort une nouvelle carte et ravive la flamme de l'espoir. Le programme spécial pour l'insertion dans l'emploi PSU a démarré officiellement hier. Ce sont chaque année 2000 jeunes à placer dans des entreprises publiques ou privées entièrement pris en charge par l'État. La cérémonie de lancement a réuni différentes parties prenantes hier à Semen City, la Cité internationale de l'innovation et du savoir. Et puis la jeunesse, toujours elle, entretenue sur les acquis de la conférence des forces vives de la nation. Un atelier a été ouvert là-dessus hier à Porto Novo sur le thème diffusion des acquis de la conférence nationale. C'est une initiative de l'Association béninoise de droit constitutionnel qui a pour objectif de susciter la mémoire collective autour de ce héritage commun. Voilà, merci à vous Nagui Balagui, le développement de tous ces titres dans un instant. Alerte coronavirus.
Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. La forte pluie qui s'abat en ce moment sur les villes d'Abomey-Calavi de Cotonou a peut-être eu raison de notre chroniqueur, il n'est pas encore là. Nous allons poursuivre donc cette émission avec le mini-journal. Le gouvernement du Bénin vient de lancer un nouveau projet pour la lutte contre le chômage des jeunes. Le programme spécial d'insertion des jeunes dans l'emploi, PSIE, annoncé depuis 2019, est aujourd'hui une réalité. Il s'agit de placer les jeunes dans des entreprises publiques ou privées afin de leur offrir une opportunité de se faire recruter ou de se lancer à l'issue de cette expérience. La cérémonie de lancement officiel du programme s'est déroulée. C'était lundi à Seme City, c'est à Cotonou. Suivons ici le commentaire d'Ali Moumouni. Pour lutter contre le chômage au Bénin, le gouvernement fait d'une pierre deux coups avec le programme spécial d'insertion des jeunes dans l'emploi, PSIE. Annoncée depuis décembre 2019, cette initiative du président de la République se concrétise aujourd'hui, et ce, avec la prise en compte des suggestions de tous les acteurs impliqués. Et pour citer, l'objectif, c'est de recruter chaque année à la charge de l'État 2000 jeunes diplômés à placer dans des entreprises publiques et privées sur une période de 2 ans, avec l'espoir qu'ils sauront se rendre utiles et efficaces pour se faire recruter à l'issue de la période d'insertion ou alors qu'ils sauront voler de leurs propres ailes dans l'auto-emploi. C'est un programme novateur qui vise à faciliter l'insertion durable des jeunes. Il concerne les micros, les petites et moyennes entreprises en quête d'agents. Ceux-ci participent ainsi au processus d'apprentissage des jeunes diplômés à la vie professionnelle. Je ne vous apprends rien. Chaque fois que vous lisez les annonces de recrutement, il est demandé un minimum d'expérience professionnelle. Dans un contexte où la plupart des jeunes n'ont pas l'expérience d'acquérir cette expérience, l'accès à l'emploi leur devient très très difficile. Et ce programme vise justement à les préparer, à améliorer leur employabilité pour qu'ils soient plus utiles aux entreprises. Et ainsi, le programme participe également d'un réglage de la problématique d'adéquation formation-emploi parce qu'il offre une opportunité aux entreprises donc de former les jeunes qui sortent des universités, qui sortent des centres de formation. La présente rencontre avec les chefs d'entreprise a servi de cadre pour le lancement officiel des activités du programme spécial d'insertion des jeunes dans l'emploi et aux membres du gouvernement présents à cette cérémonie de rappeler aux participants l'importance de cette initiative. C'est vrai que le PSIE, c'est un programme présidentiel, mais sa réussite incombe à nous tous. Aussi bien le président de la République, tous les membres du gouvernement, le patronat surtout. Et la question de l'insertion des jeunes, c'est une question qui nous concerne nous tous. Et je voudrais que vous puissiez prendre ce programme comme un défi à relever collégialement. Faut-il le souligner, le programme spécial d'insertion des jeunes dans l'emploi vise à impacter 8000 jeunes diplômés en quête d'emploi sur une durée de 5 ans. Et pour s'inscrire, une plateforme digitale est disponible à l'adresse psie.bj.
Et voilà, et de ce programme, on va en parler tout à l'heure dans le forum de discussion avec Hakime Seydou Ousseni et Herman Anyamoussou qui seront en plateau. Signature à présent d'un nouveau protocole d'accord par l'APS Bénin, Nagui Balaoui. Vous le verrez, mais en bref et en image, c'est un nouveau protocole d'accord entre l'Agence de promotion des investissements et des exportations APS qui appuie les efforts du gouvernement pour améliorer les exportations et le projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé pour faire la promotion des produits agricoles du Bénin et faciliter leur accès aux marchés internationaux. Le 17 juin dernier, la communauté internationale célébrait la journée de lutte contre la désertification et la sécheresse. Au Bénin, c'est l'arrondissement de Ouedo, dans la commune d'Abomey-Calavi, qui a accueilli les manifestations officielles. À l'occasion, 12 500 plants ont été mis en terre sur un espace de 5 hectares. On va suivre le résumé de la cérémonie d'ouverture dans ce reportage de Teddy Goudalo, présenté par Clément Achadé. À ce rendez-vous de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, des cadres politico-administratifs et ceux des eaux et forêts. Et c'est cet espace de 5 hectares à Ouedo dans la commune d'Abomey-Calavi qui accueille les manifestations officielles. Nous allons mettre en place 12 500 plants d'essences autochtones et d'exotiques, au nombre desquels nous avons le fraqué, appelé Terminalia superba, Calcedra, appelé Caya sénégalensis, Acacia auricoliformis et le fromager. Les efforts de reboisement fournis chaque année par la structure de cogestion de la forêt de Ouedo, avec le soutien de l'administration forestière, rappellent que nous devons restaurer à l'environnement ce que nous lui prélevons tous les jours pour satisfaire nos besoins sans compromettre ceux des générations futures. Placée sous le thème aliments, fourrage, fibres, cette journée va permettre de sensibiliser sur le changement de comportement vis-à-vis des principaux facteurs de désertification et de dégradation des terres. Le département de l'Atlantique, quant à lui, se réjouit en effet d'abriter la cérémonie d'ouverture. N'oublions pas que le contexte de changement climatique met de plus en plus en évidence les dégâts auxquels nous sommes confrontés si nous maintenons des pratiques dévastatrices des ressources naturelles et la destruction de la productivité des terres. Ce faisant, nous ne pouvons plus garantir suffisamment de nourriture, de fourrage, ni de fibres pour nos populations et les animaux. Au demeurant, nous avons tout intérêt à revoir nos modes de production et de consommation et à les rendre plus durables. Nous sommes venus planter des arbres dans ce périmètre de reboisement et réaffirmer notre attachement à la gestion durable des terres. À cet effet, nous voulons passer 2 messages. Le premier est que les modes de production et de consommation durables doivent être adoptés. Le second message est l'importance de la plantation et de l'entretien des arbres. La restauration de l'écosystème pour un développement durable et harmonieux constitue donc une priorité pour le Bénin à l'instar des autres pays du monde. Et planter des arbres est le seul moyen, selon les autorités, pour une lutte efficace contre la désertification et la sécheresse. Voilà, l'association béninoise de droit constitutionnel avec l'appui financier de Osiwa, entendez Open Society Initiative for West Africa, a organisé ce mardi à l'intention de la jeunesse de Porto Novo et environ un atelier sur le thème diffusion des acquis de la conférence nationale. L'objectif est de faire connaître cet héritage à la jeunesse pour qu'à son tour elle puisse le raconter. Le point de l'ouverture de l'atelier avec Emma Rodonou et Thibaut Akholoupe. L'héritage de la conférence nationale des forces vives de la nation, disséqué, expliqué et partagé avec la jeunesse de Porto Novo et environ. C'est un atelier organisé par l'Association béninoise de droit constitutionnel, ABDC, qui entre dans le cadre de la célébration des 30 ans de cette historique conférence qui a consacré la démocratie, l'état de droit, la liberté et la dignité de l'homme au Bénin. Et pour la raconter, il n'y a pas mieux que les acteurs clés de cette conférence, tels que Robert Dossou. Pour beaucoup d'entre nos compatriotes, ils en entendent parler, mais ils retiennent peu ce que nous devons à la conférence nationale, ce que nous devons à tous ceux qui sont tombés,
à tous ceux qui portent sur eux des marques pour la défense de la démocratie et qui ont travaillé pour que nous en soyons là. Donc le président Robert Dossou nous a fait l'amitié. C'est vrai, il est président d'honneur de l'ABDC, mais il nous fait l'amitié, la confiance de venir s'adresser à vous pour vous dire ce qu'il a fait, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont légué à ce pays. Ce dont nous jouissons depuis bientôt 30 ans, ce dont nous jouissons, ce qui a fait la grandeur, le rayonnement, la réputation de ce pays pendant 30 ans, il est là pour partager avec vous ces moments afin que, chers frères et sœurs, chers amis, afin que nous soyons, nous, à notre tour, les relais de cette histoire pour qu'elle ne s'éteigne jamais. Avec la verve qu'on lui connaît, Robert Dossou a tenu en haleine son auditoire, insistant sur les leçons qui se dégagent de cette conférence. Dans le domaine des libertés, un minimum de règles, des défenses des droits de l'homme, un minimum de règles, et surtout, la conférence nationale a posé les règles qui doivent fonder la nouvelle constitution. En d'autres termes, la conférence nationale a généré des moyens pour perpétuer la foi patriotique. Nous avons vu un chef d'État, au cours de cette conférence nationale, venir demander pardon à la nation. Nous l'avons vu dire, ne me demandez pas de démissionner. Vous pouvez me destituer. Ces phrases ne doivent pas passer inaperçues. Ne me dites pas démission, mais vous pouvez décider de me destituer. Est-ce que ce n'est pas ça le principal moyen dégagé par la conférence nationale pour perpétuer ce vent de liberté qui était né? Voilà donc, j'aborde de ce côté le deuxième volet, c'est-à-dire les moyens que la conférence a dégagés pour garantir la perpétuation de la foi patriotique. Ces moyens, en réalité, se résument en réalité à deux mots. À deux mots. Le citoyen et le consensus. Ces jeunes participants à cet atelier ont bu à la source l'histoire de la conférence nationale. Et il est attendu d'eux qu'ils la partagent avec d'autres pour que cet héritage soit connu et magnifié à travers les générations. Voilà, Boyko, à présent, qui est Rufino d'Almeida, le maire, le tout nouveau installé par son parti à la tête de la commune, celui qui succède à Luc Atropo, qui quant à lui a passé plus d'une décennie à la tête de la ville Carrefour, est à ce que l'on dit un cadre chevronné. Mais à quel point? Quel est le parcours du nouveau patron de l'hôtel de ville? Réponse tout de suite dans ce portrait réalisé par Imet Hélène Amoussou. À l'issue des communales 2020, ainsi que le processus d'installation des conseils communaux des différentes villes, voici celui qui prend les rênes de la ville Carrefour, Rufino d'Almeida. Il a été désigné parmi la vingtaine de conseillers du bloc républicain pour assumer la charge de maire. Précédemment directeur de cabinet du ministre du Plan, Maître Rufino d'Almeida, pour ses amis d'enfance, proches et parents, n'est pas un intrus. Il est bien qualifié pour le job. L'homme a la carrure qu'il faut, l'homme a la capacité intellectuelle qu'il faut, la compétence requise pour gérer la mairie de Boycon. Et je le sais que ça a été son ambition, puisqu'il a souvent martelé, disant Boycon m'a tout donné et qu'il est temps que je lui retourne l'ascenseur. Rufino d'Almeida, c'est un grand frère de quartier. Il a fréquenté avec mon grand frère. On l'appelait communément Nono. Même à l'approche des élections, il s'est rapproché encore de moi. J'étais déjà UP, comme lui est bien, donc chacun avait pris son chemin.
Né à Zakpo Arito dans l'un des quartiers populaires de Boïkon, le quinquagénaire est fils d'un enseignant catholique fervent. Sa mère est une commerçante musulmane originaire de Manigri. Il a fait ses études primaires et secondaires à Boïkon. Un brassage d'enfance le lie sérieusement et intimement à quelques personnes de sa génération. Pour ces dernières, le nouvel élu est simplement un frère. On a grandi ensemble, nous sommes des frères et sœurs. Il est né ici, il a grandi ici. Il a fait le cours primaire à Boïkon, à l'école urbaine centre de Boïkon. Né le 26 avril 1967 à Boïkon, a grandi à Boïkon, a fait ses études secondaires au niveau du CMG 1 Boïkon, aujourd'hui CG1 Boïkon, et a obtenu son baccalauréat en 1987. Donc il a commencé les études universitaires à l'UNB, à l'UAC aujourd'hui, et a dû l'interrompre à cause de l'année blanche qu'a connue le système éducatif béninois, et donc est parti en France pour continuer ses études. Titulaire d'un baccalauréat série C, Rufino d'Almeida s'est envolé pour la France après sa brève incursion à l'Université nationale du Bénin. À Paris, il a décroché un diplôme d'ingénieur en génie thermique et froid industriel. Une première qualification qui semble superflue et même inutile pour sa génitrice. Pour l'honorer, l'homme a multiplié les efforts et enchaîné des diplômes. Il s'arroge un DEA, 2 DESS, ainsi qu'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat et sera admis au barreau de Paris. Il a également un DES en droit public-privé pour l'Afrique, donc cadre administrateur des services publics et privés de l'Afrique. C'est quelqu'un qui aime l'efficacité dans la discrétion. C'est quelqu'un de très calme. D'abord, il n'aime pas la division. Il est l'actuel président du conseil d'administration de la SB2E. Il occupe aussi un grand poste au niveau du projet Arche. C'est lui qui a été le coordonnateur national de RNA, qui est toujours dans sa phase pratique. Il aime la persévérance. Il a beaucoup foncé dans sa vie et il n'a pas négligé les études. C'est un enfant moins bavard. Il n'est pas aussi timide comme on peut le dire. Pour lui, c'est de s'occuper de lui-même. Choisi pour conduire les destinées de la commune de Boïkon, Rufino d'Almeida doit s'employer les 6 années à venir à combler les nombreuses attentes des populations. Il est appelé à mieux faire que son prédécesseur dans les domaines de l'éducation, la santé, construction d'infrastructures, le lotissement, le social et pourquoi pas pérenniser et multiplier les partenariats nord-sud et bien plus. Pour réussir sa mission, son bagage intellectuel, son charisme, en plus son carnet d'adresses constituent d'énormes atouts. Une ville carrefour peut en cacher une autre, notamment Djougou, sur l'axe routier Djougou-Parakou. La lumière fut plongé dans le noir depuis 2016, ce tronçon a fini par rattraper la civilisation, mais il a fallu un homme et du pragmatisme. Le nouveau maire de Djougou, 72 heures après sa prise de fonction, a marqué les esprits, comme nous le relate ici Alassane Arouna et Abdou Raouf Yahya. À première vue, on se croirait sur une rue d'une des grandes métropoles occidentales, mais il n'en est rien. Nous sommes bel et bien à Djougou, plus précisément sur l'axe routier Djougou-Parakou sortie est, dans le 3e arrondissement de la ville. Cette infrastructure routière, dont les travaux de bitumage ont pris fin depuis 2016 avec un impressionnant dispositif électrique, est restée longtemps plongée dans l'obscurité, ceci à cause des difficultés qui ont jalonné la procédure de passation de marchés publics. Il faut dire que nous n'avons pas eu de soumissionnaires, tout simplement parce qu'il fallait qu'il y ait une concurrence en la matière. Et la SBE, qui est donc habilitée à réaliser ces travaux pour que nous puissions avoir ces lampadaires allumés, ne pouvait pas être seule sur la liste. Et étant donné que c'est elle qui réalise ces travaux-là, il nous a été très difficile de poursuivre la procédure. 72 heures après l'installation officielle du nouveau conseil communal de Djougou, ce axe routier qui s'étend sur un peu plus de 2500 mètres linéaires passe de l'obscurité à la lumière, ceci grâce au nouveau maire de Djougou qui a mis la main à la poche au grand bonheur des populations qui saluent le geste. 72 heures a suffi que Dr Malik Sebou Gomina soit élu maire de la commune de Djougou et Dieu merci, la ville est éclairée. Nous lui disons merci.
lampadaire que nous voyons, ça fait plus de 4 ans. Plus de 4 ans que Djougou n'a pas eu ce lampadaire. Heureusement que premier pas du maire, de son travail, vraiment, il a commencé par lampadaire. Et ça, honoré Djougou. Savez-vous que toute la population de Djougou est très très contente. À travers ce geste, le maire Abdoul Malik Seibou Gomina a joué sa partition dans le processus de développement de la 3e ville du Bénin en termes de population. Il reste donc aux populations elles-mêmes d'apporter leur pierre à l'édification de la cité en payant régulièrement leurs différentes taxes. Nous souhaitons et nous invitons nos concitoyens à faire preuve de civisme en payant les taxes, les patentes, afin que la mairie ait la liquidité et payer à chaque fois l'éclairage public. Le nouveau maire Malik Gomina, il n'est pas le seul citoyen de la commune de Djougou. Donc je pense que nous avons devoir aussi contribuer aussi dans le fait de payer les impôts et taxes, parce que c'est à base de ça là aussi que nous allons apporter un de plus à la mairie de Djougou pour pouvoir aussi contribuer à l'évolution de la commune de Djougou. Au-delà de l'éclairage public qui sera densifié et s'étendra à toute la ville sous peu, selon les explications du directeur de la gestion urbaine de la mairie de Djougou, celui de l'assainissement constitue l'un des chantiers prioritaires du nouvel homme fort de l'hôtel de ville. Voilà, Christian, la population de Djougou contente et prête à contribuer aux charges. Justement, on a compris à travers les propos de ces citoyens rencontrés qui prennent l'engagement de payer leurs taxes, de payer leurs patentes pour accompagner la mairie. Merci à vous, Nagui Balagui. C'est moi. Très bonne journée du jeudi et surtout, prenez soin de vous par ces temps de pluie. Bonjour à vous, Moïse Dossoumo. Bonjour. Merci d'être là. On va vous retrouver dans quelques petites secondes. Pour la maintenance et la réparation du système de climatisation de votre véhicule, les garages professionnels Les Bagnoles Motors à votre disposition 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Nous disposons d'un véhicule qui vous dépanne partout sur demande. Contact téléphone 00229 21 31 00 46 60 60 60 45 60 60 60 86. Call Center 2 x 99 66 66. LBM. Le carrefour des grandes marques. Le projet d'introduction des classes scolaires dans les programmes scolaires sera opérationnel dès la rentrée prochaine. À l'analyse, le chroniqueur ce matin pense que notre école sera aux couleurs de la culture. Nous allons l'écouter. Moïse, nous sommes avec vous. Madame, monsieur, bonjour. Elle n'est pas seulement faite pour inculquer l'instruction et l'éducation. Elle est également censée révéler le potentiel de tous ceux qui y séjournent pour une durée relativement longue. L'école, sanctuarisée par Victor Hugo au même titre que la chapelle, est le lieu de prédilection pour affûter ses armes avant de prendre son envol pour la vie. Mais la plupart du temps, les élèves de la 6e en terminale sont abreuvés de toutes sortes de notions livresques. À tort ou à raison, les enseignants s'échinent à faire de leurs apprenants des têtes bien pleines. Mais le diplôme qui vient parachever tout ceci ne permet pas toujours aux intellectuels formés à grands frais de se faire une place au soleil. En effet, beaucoup de vocations sportives et artistiques s'éteignent d'elles-mêmes faute d'expression. Et ce n'est pas tant la faute de ceux qui sont prédisposés à les éclore. Ayant peu foi en leur potentiel, ils se perdent malgré eux dans les dédales de la vie, occupés à exercer des professions qui les mettent sous le boisseau. Outre les classes sportives qui font leur petit bonhomme de chemin, le projet de promotion des talents et de renforcement des capacités dans le secteur de la culture prend ses quartiers dans les lycées et collèges. Dès la rentrée prochaine, les classes culturelles seront effectives. Les services du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts s'activent pour qu'il en soit ainsi. Les acteurs impliqués dans ce processus sont occupés à faire le brainstorming pour aboutir finalement au curricula qui serviront de référentiel pour les 800 encadreurs qui seront incessamment recrutés. Les programmes en cours d'élaboration constituent une étape fondamentale de ce projet qui a mis 2 ans avant de voir le jour. Signé depuis 2018,
le décret qui a donné vie au projet n'a pas été vain. Déterminé à traduire en acte cette volonté du gouvernement, Jean-Michel Abimbola, qui tient les rênes du ministère, est proche au bout du tunnel. Mais en réalité, ce projet n'est pas si nouveau en soi. Depuis plusieurs années, les collégiens et lycéens des cours publics bénéficient d'une pause hebdomadaire dans leur emploi du temps pour se consacrer à des activités qui n'ont rien à voir avec les enseignements reçus en situation de classe. C'est d'ailleurs par ce biais qu'Angélique Kidjo et le regretté Stan Toron ont pu révéler le talent qui sommeillait en eux. D'autres ont trouvé leur voie dans le sport, la défense de l'environnement, les jeux cérébraux, etc. Seulement, toutes ces activités étaient facultatives et ne nécessitaient pas la présence d'un enseignant. Aujourd'hui, non seulement des techniciens aguerris seront sollicités pour faire le job, mais encore, ces ateliers culturels seront considérés comme des activités académiques à part entière, obligatoires et sanctionnées par des évaluations. Ainsi donc, les cours privés qui rechignent à s'y intéresser devront désormais dégager des plages horaires dans leurs emplois du temps. Ces classes culturelles sont autant de débouchés pour les apprenants amoureux de l'art. Au lieu de prendre leur temps à accumuler des diplômes ou à traîner sur les différents campus, ils pourraient très vite se caser et figurer parmi les célébrités dans leur domaine de prédilection, si tant est qu'ils sont talentueux et consciencieux. Ces cours ludiques, qui permettront de détecter et d'encadrer les talents, s'étendront au secteur de la danse, de la musique, du théâtre et des arts plastiques. Ils offrent un terrain fertile à la culture des pépinières artistiques et à la création du marché de consommation de demain. Puisqu'il n'y a pas de sous-métier, et puisque les créateurs des œuvres de l'esprit font rapidement fortune, les apprenants gagneraient à s'intéresser à ce programme. Nul doute que plusieurs vocations, condamnées à des emplois à peu valorisants, trouveront facilement le chemin de l'épanouissement. Et voilà l'opinion de notre chroniqueur de tous les jours, Moïse Dossoumo, sur ces classes culturelles. C'est vrai que c'est une curiosité que tous nous attendrons de découvrir. Nous voulons voir nos jeunes talents à l'œuvre. Merci à vous, Moïse. Merci. Très bonne journée et n'oubliez pas de prendre soin de vous par ces temps de pluie. Mesdames et messieurs, restez en place. Au programme ce matin, notre invité, Anon Laurent Roussa, directeur général de l'INSAE. Avec lui, on parlera donc du système statistique du Bénin, le Bénin qui opte pour sa réorganisation avec ce projet de loi introduit par le gouvernement au Parlement. On va en parler. On parlera également de l'accès des enfants à la justice. Est-ce une réalité en République du Bénin? Herman Anyamboussou recevra maître Nadine Dossou Sakbonou. Elle est avocate au barreau du Bénin. Et puis, environnement, puisque nous sommes jeudi, Fulbert Adjumerossou recevra Dr Bio Oruniki. Il est expert en géosciences de l'environnement. On précise également qu'il est journaliste. On parlera de la désertification avancée dans le nord du Bénin. Quelles sont les causes, les conséquences et puis les moyens de lutte. Restez avec nous. Alerte! Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. La famille Yuki s'agrandit. Découvrez Yuki Cola avec son goût unique. Un moment de rafraîchissement fun et délicieux. Disponible dans tous vos points de vente au prix conseillé de 200, 400 et 350 francs CFA. Yuki Cola, le nouveau parfum de la famille Yuki. Parce que votre bien-être et votre satisfaction sont notre raison d'être. Parce que nous tenons à la qualité. Nous sélectionnons pour vous les meilleures semoules de blé dur, des pures souches traditionnelles de blé dur au monde. Nous mettons à votre disposition tout notre savoir-faire dans la production de nos pâtes alimentaires pour vous offrir cette texture tendre et unique, cet arôme subtil et cette saveur unique que vous aimez tant des spaghettis et macaronis Matanti. Matanti uniquement.
7h40, nous aurons deux sujets à aborder ce matin. On va parler de recrutement et juste après, on parlera également du coronavirus. Décidément, cette actualité, franchement, avec le nombre de cas qui ne fait qu'augmenter en République du Bénin, ça commence par faire peur ou ça faisait peur déjà. Alors, Akimé, bonjour. Christian, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, Herman Christian. Anyamboussou. On va vous retrouver en début de seconde partie avec votre invité Nadine Dossou-Sakponoun pour nous parler de l'accès des enfants à la justice. L'accès des enfants à la justice parce que la journée internationale de l'enfant africain a eu pour thème l'accès à la justice des enfants. Et donc, on va demander à un pratiquant, pour ne pas dire une pratiquante de droit, si les conditions sont réunies au Bénin pour que les enfants béninois ou les enfants en général puissent accéder à la justice comme cela se doit. Elle sera notre invitée dans droit de l'ex. D'accord. Est-ce qu'il y a une journée de l'enfant asiatique ou de l'enfant européen, de l'enfant journée de l'enfant africain parce que on se rappelle un peu le massacre de Soweto qui a consacré d'ailleurs cette journée. Et donc, on s'est dit que si sur d'autres continents, s'il n'y a pas eu ce massacre des enfants, c'est pas la peine de célébrer. Mais il y a une journée de l'enfant, je pense, à célébrer à travers le monde. Et ça doit être le 20 ou le 22 juin. On verra bien. Alors, Akimé Seydou Seni, avec vous dans la première partie, puisque juste après le forum, on va recevoir le directeur général de l'INSAE, Laurent Roussa. On parlera du système statistique, le Bénin qui opte pour la réorganisation de ce système. On entend d'ailleurs parler de cette loi introduite au Parlement, soumise donc à l'étude des députés, qui va se consacrer à la réorganisation de la statistique en République du Bénin. Ce sera juste après le forum de discussion. Alors, le gouvernement du Bénin veut recruter des jeunes diplômés pour le programme spécial d'insertion dans l'emploi. On parle de 2000 jeunes à placer dans les entreprises publiques et privées pour une période de 2 ans. Alors, il s'agit d'une initiative présidentielle qui consiste, on le rappelle, à recruter chaque année et à la charge de l'État béninois ces jeunes qui seront envoyés en entreprise sur une période de 2 ans. Est-ce une solution pour le chômage et le sous-emploi en République du Bénin? Herman Anyamboussou. Solution pour le chômage, solution pour le sous-emploi, ça dépend de l'angle sur lequel on analyse un peu cette initiative-là. Parce que le jeune à qui on offre cette opportunité de pouvoir vivre un peu l'ambiance dans une administration, qu'elle soit publique ou privée, il n'est pas dit forcément qu'à la fin de cette expérience-là qu'il sera recruté. Oui. Ceux qui ne seront pas recrutés vous diront que ce n'est pas une solution au chômage, mais ceux qui auront la chance de montrer de quoi ils sont capables et qui donc à la fin seront recrutés par l'entreprise qui les aura utilisés, vous diront que oui, que cette opportunité leur a permis de gagner un emploi. Je pense que l'un et dans l'autre, il revient un peu au gouvernement et donc à ceux qui ont initié cette formule-là, de pouvoir trouver les voies et moyens afin que les jeunes qui sortent de nos universités, 30 000 peut-être par an, qui sortent des universités, licenciés, titulaires de maîtrise, master 1, master 2, n'importe quoi, je dis n'importe quoi, tout diplôme confondu, il revient à l'État d'organiser, de faire en sorte que ceux qui sortent des universités ne puissent plus se retrouver un peu au chômage, à jouer à la pelote à longueur de journée. Alors, Akimé Seydou Seni, y a-t-il urgence pour l'État d'agir de la sorte? Des emplois partiels pour des jeunes? Oui, bon, peut-être qu'on a fait le point. On s'est rendu compte que, eh bien, ils sont nombreux qui sortent des universités et des établissements supérieurs d'enseignement technique consort et qui, véritablement, pour le moment, n'ont pas la chance de s'essayer à ce qu'on peut appeler les primo-emplois. Je crois que c'est une forme un peu beaucoup plus humanisée des stages qui sont faits au niveau de nos entreprises. Parce que oui, retenez que quand on parle de stage, eh bien, c'est pratiquement une année renouvelable une seule fois. Et quand vous avez convaincu peut-être l'entreprise publique ou beaucoup plus privée, parce que vous parlez d'une année, vous êtes trop parti, sinon c'est bien souvent 3 mois, et lorsque c'est renouvelé, c'est 6 mois. Il y en a qui vont peut-être à 1 an maxi, et quand c'est bon, eh bien, on vous fait un contrat par la suite. Je crois que, comme je le disais, c'est une forme un peu beaucoup plus humanisée des stages que nous avons au niveau de nos entreprises. Cette fois-ci, l'avantage que les étudiants, en tout cas les jeunes ont, c'est comme vous l'avez dit, ce n'est peut-être plus sur 3 mois,
c'est sur 1 an, c'est sur 2 ans. Et donc, durant 2 années, eh bien, ils sont rassurés de ce qu'ils auront un salaire à la fin de chaque mois. Pour celui qui a envie de bien s'organiser, il y a une possibilité qu'au terme de ces 2 ans, je dirais, de recrutement et de travail fait dans une entreprise publique ou même privée, que cette personne puisse même avoir un capital pour se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est bien possible. C'est pour ça que c'est cet aspect de la chose que moi, je veux bien saluer, parce que ce n'est pas dit qu'au terme des 2 années de recrutement, eh bien, il est de facto, je dirais, imposé aux entreprises qui vous utilisent de vous garder. Mais quand vous êtes convaincu, je suis sûr que, eh bien, des privés qui seront dans l'envie de vous utiliser arriveront à vous utiliser. Avantage premier, vous êtes rassuré de ce que sur 2 ans, vous avez un salaire bien précis. L'autre avantage, c'est que sur 2 ans, vous avez la possibilité de vous-même constituer un capital pour pouvoir vous lancer dans une entreprise après les 2 années. L'autre avantage, c'est que vous avez l'assurance que pendant au moins 2 ans, eh bien, ça ne va pas se ronger, les doigts. Et le quatrième avantage, c'est qu'après 2 années, Christian, vous avez au moins la maîtrise de quelque chose, de sorte que, eh bien, on ne peut pas dire, eh bien, qu'on a quelqu'un qui est sur des universités sans expérience, parce que ce qui est souvent reproché, ce qui est souvent demandé quand il s'agit, je dirais, des recrutements, c'est qu'on vous demande d'apporter la preuve d'une expérience professionnelle. Donc, je crois que c'est au moins cette chose-là qu'on essaie de corriger. Quand on sait que c'est structuré, c'est organisé, et c'est l'État qui a un regard sur tout ce qui sera fait. Exactement. Donc je crois que en termes d'initiative, c'est intéressant qu'on en arrive là. Je crois que ce n'est pas seulement pour les 2 prochaines années, ça va se poursuivre par la suite. Donc en termes d'éléments d'appréciation, eh bien, c'est bien pensé, et je veux bien espérer que les jeunes bénéficiaires de ce programme-là puissent véritablement en impacter pour qu'à la fin on ne dise pas que nous avons encore autant de choses, parce que l'évidence, Christian, c'est que l'État ne recrute pas. Oui, pas du tout. Et l'évidence, c'est qu'on en sort suffisamment des universités. L'autre évidence, c'est que parfois, eh bien, la formation et puis l'offre de l'emploi sur le terrain ne sont pas en adéquation. Donc, je crois que c'est un aspect sur lequel je voulais qu'on s'attarde à disposition de nos jeunes qui doivent pouvoir en profiter. Oui, la formation dans nos établissements universitaires, avec la demande qu'il y a sur le terrain, est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine adéquation? C'est vrai que depuis plusieurs années, on a toujours chanté adéquation, formation, emploi et autres, mais est-ce que les jeunes qui sortent de nos universités sont véritablement outillés, sont bien formés pour être tout de suite récupérés par des entreprises? C'est à cela que l'initiative qui a été prise un peu d'organiser cette insertion, donc ce premier emploi des jeunes, à mon avis, doit forcément conduire à revoir un peu les curricula de formation pour adapter la formation aux besoins de l'emploi. Lorsque, par exemple, oui, on me dit qu'on veut recruter des jeunes qui vont s'essayer au premier emploi et donc qui vont obtenir ce qu'on appelle expérience professionnelle et donc pouvoir vendre ça après, une fois qu'ils vont postuler à différents postes de responsabilité. Mais je prends un simple exemple, l'exemple des diplomates que nous formons, qui sortent de nos écoles. Est-ce que Canada 3 Bénin, par exemple, a besoin de diplomates? On sait où est-ce que le diplomate sert. Le diplomate ne va pas, celui qui est sorti d'une école de diplomatie, ne voudra pas aller, par exemple, travailler au ministère de l'Agriculture. Est-ce que là-bas, on a besoin de diplomates? Donc, on sait où ça va être. On sait exactement là où la structure qui a besoin de ces diplomates-là. Donc, je pense que ça appelle forcément à une sorte de relecture, à une sorte de correction de ce que nous avons aujourd'hui comme curricula de formation. Il y a également, je prends le cas de sociologue. Quand vous sortez de la sociologie, ou nanti d'un diplôme, je suis sociologue. Alors, est-ce que des structures sont prêtes à prendre des sociologues et tout? Encore que doivent avoir besoin de sociologues. Encore que normalement c'est ce qui doit être, c'est que l'entreprise doit avoir besoin de sociologues pour lui expliquer le comportement de telle personne, pourquoi ci, pourquoi ça. Mais justement, il se fait que les formations qui sont données dans nos universités ne permettent pas fondamentalement de pouvoir sortir de ces écoles-là nantis de quelque chose de précieux ou de sûr sur lequel on peut surfer une fois qu'on est dans l'administration. Vous vous rendez compte, même quand vous avez fait les sciences juridiques,
que c'est une fois dans un cabinet d'avocats, une fois dans que vous touchez la réalité. Que vous touchez les réalités du terrain, que vous vous confrontez à beaucoup d'autres difficultés qui ne vous sont pas dévoilées forcément au cours des formations. Donc je pense qu'il faut revoir obligatoirement, pour ne pas faire des mécontents, parce qu'il y en a qui disent, mais voyons, le jeune entrepreneur qui n'a pas fait l'université et qui juste a appris à mettre en terre des grains de maïs, est-ce que celui-là aussi peut être considéré comme quelqu'un qui a besoin d'un primo-emploi, être recruté par exemple par le ministère de l'Agriculture pour aller mettre en terre des trucs? Voilà autant d'éléments. On peut tout le temps le recruter en tant qu'expert parce qu'il n'a fait que ça toute sa vie. Alors, il y a plusieurs branches d'activités qui sont concernées par ces recrutements. On parle du domaine de l'agriculture, on parle également de l'aménagement de textiles, l'énergie renouvelable, la construction, la restauration, les services comme le tourisme, l'hôtellerie, la microfinance et beaucoup d'autres secteurs qui sont concernés par ces recrutements. Et lorsqu'on fait le point, Hakimi Seydou Ousseni, le programme s'étend de 2020 à 2024, ça fait un total de 5 ans et il y aura au total 8000 jeunes qui seront recrutés et mis à la disposition des entreprises publiques et privées pour un coût total de 40 milliards de francs CFA que l'État s'engage à décaisser pour accompagner ces jeunes-là. Le coût pour moi, ce n'est pas pour le minimiser, compte pas beaucoup. Moi, je veux croire que quand on a déboursé 40 milliards de francs CFA sur des jeunes, c'est que ces jeunes ont pris conscience de ce qu'on a mis 40 milliards à leur disposition. Je veux m'assurer que quand on a mis 40 milliards à disposition des jeunes, c'est que l'État lui-même s'est organisé pour qu'il y ait un suivi, je dirais, de ce que les jeunes qui sont en train de faire l'expérience d'un primo-emploi, que ces jeunes aient véritablement, je dirais, eu des éléments qui leur permettent, au terme de ces 2 ans, de véritablement être capables de se prendre en charge. Quand vous relisez, Christian, les filières dont vous avez fait cas tout à l'heure sont des filières émergentes, ce sont des filières nouvelles. On parle de restauration. C'est-à-dire qu'après 2 ans, si vous n'êtes pas capable vous-même d'avoir certainement réussi à avoir un capital pour vous lancer dans la restauration, l'État ne pourra plus rien pour vous. C'est comme si on vous mettait de l'argent à disposition, mais avant de l'utiliser, on vous met au contact des réalités, je dirais, de votre avenir, de votre devenir, Christian. Donc, je crois que les jeunes doivent pouvoir saisir cette opportunité pour qu'au terme, tout au moins des 2 premières années, que lorsqu'on fera le point, qu'on ait l'assurance que les jeunes qui ont bénéficié de ce projet-là sont en train de se lancer chacun dans son coulant. Pas d'énergie renouvelable. N'attendez pas que vous soyez recruté quelque part pour pouvoir mettre en œuvre, Christian, je veux dire, votre compétence. Parce que même dans nos maisons respectives, on a des jeunes qui ne sont même pas forcément bénéficiaires de ce primo-emploi, mais qui déjà viennent vous faire des installations en termes d'énergie solaire. Donc, si déjà on a une possibilité de mettre à votre disposition au terme d'1 mois, 2 mois, 3 mois, 2 années, de l'argent que vous n'avez pas vous-même à économiser, et donc à construire votre capital, il y a quand même à donner, bien, on se rendra compte que vous n'êtes pas prêt vous-même pour décoller. Donc, le montant, comme je l'ai dit, il est peut-être colossal, il est peut-être minime, mais il n'est pas rien. Je veux simplement que les jeunes puissent profitent véritablement, parce que c'est une opportunité qu'on leur offre. Qu'on n'est plus à dire demain, eh bien, ça chôme, ça ne fait rien. On n'a même pas la chance d'avoir, je dirais, un minimum pour pouvoir lancer une activité. Parce que très souvent, vous entendez dire, avec 10 000 francs, pour ceux-là qui sont les coachs en développement, ils vous donnent qu'avec 5 000 francs, avec 10 000 francs, avec 15 000, on peut réussir. Aujourd'hui, eh bien, l'État fait l'option de mettre à disposition de nos jeunes par mois une certaine somme, quitte à eux-mêmes. Ils auront un salaire par mois. Vous savez, c'est compris entre 100 000 et 175 000, 255 000. Voilà. C'est pas rien, c'est important. Oui, Hakimi a raison d'insister un peu sur le fait qu'effectivement, ces salaires qu'on veuille leur payer puissent leur servir à constituer un capital après. Mais je ne le pense pas. Je prends notre cas. Le salaire que nous prenons ici, ça nous permet juste de nous habiller, de payer le loyer si vous êtes en location. Attendez, je vais terminer. Et donc de subvenir à certains besoins. Et l'entreprise qui vous utilise ne voudra pas que vous soyez mal habillé en venant au boulot. D'accord? Donc vous devez vous habiller pour montrer que vous valez effectivement cet emploi et que vous valez ce que vous pouvez là, vous l'utilisez vraiment à soigner l'image de l'entreprise. Parce que oui, c'est pas parce que vous êtes en primo-emploi que vous devez constituer un capital que oui, vous venez au boulot en rayon, l'entrepreneur va vous renvoyer sans même avoir pris l'avis de ceux qui vous ont envoyé. Donc je pense que oui, ce qui aurait été bien, à mon avis,
c'est qu'on dise, par exemple, pour le cas de la restauration, oui, l'enfant qui, ou je vais pas te dire n'importe quoi, l'étudiant qui sort de la formation, qui a 2 ans de ci, et qui est recruté pour avoir les premiers réflexes en restauration, à la fin, on doit pouvoir dire, écoutez, on a mis à votre disposition, un peu comme on l'a fait pour les mesures contre la Covid-19, on met dans les banques un montant là-bas pour que vous puissiez aller à votre sortie de cette... On vous offre l'opportunité, après votre formation, on estime que vous êtes mieux aguerri, vous allez donner la possibilité de pouvoir obtenir un petit prêt pour pouvoir vous installer. Je pense que ça fait partie des éléments qu'on devrait pouvoir utiliser. Si nous ne voulons pas que des jeunes sortent de ces expériences-là et se retrouvent encore après à errer dans les rues, à se tourner les pouces. Eman fait la promotion, je dirais, de la paresse. Oui, je dirais même plus. On ne peut pas vous donner une possibilité, une chance. Moi, j'ai mon premier emploi, pas par le biais du pouvoir, pas le biais du pouvoir central, mais pas le biais d'un privé. Quand je suis, par exemple, en année de maîtrise et qu'on lance pour la première fois une radio à Parakou, Radio Fraternité FM, et que je postule pour y aller, et que je commence par avoir, à la fin du mois, 40 000 francs CFA. Ça, c'est combien, Christian? C'est le minimum 100 000 francs CFA. Mon premier contact que j'ai signé... Les réalités ne sont pas les mêmes. C'est les mêmes. Qu'est-ce que vous avez C'est depuis les années 2003. Mais nous sommes en 2020. Ça va être un drame que sur le plateau ce matin, et Christian et Eman veulent faire la promotion de ce que vous dites là. C'est pas possible. Pas du tout. Je rappelle juste que le salaire qui sera payé à ces employés-là, ça ne devait pas être des éléments sur lesquels je tombe de oui. À la fin de mois, on vous donne un minimum de 100 000 francs CFA. Et vous attendez, qu'est-ce que vous me dites là? Et vous attendez que, au terme de 2 années, que l'État encore mette à votre disposition un certain fonds pour que vous puissiez vous lancer, vous, dans l'entrepreneuriat. C'est une catastrophe, c'est pas possible. On ne peut même pas faire cette promotion-là. Avec 100 000 francs, il y a des gens qui sont fonctionnaires, agents permanents de l'État, enseignants, qui ne gagnent pas 100 000 francs, qui ont femmes, qui ont enfants, et qui sont en location, mais qui vivent décemment, Eman. Mais ne faites pas la promotion de ce qui est bien. L'État fasse l'option. Je ne suis pas d'accord quand vous dites que quelqu'un qui a 100 000 francs, qui est à location, qui a pas d'enfant, je dis bien, ça va. Et c'est même pas moi qui le dis. Et Christelle qui demande qu'est-ce que vous appelez vivre décemment. C'est la question. On ne va pas de ces moyens. Vous tapez le ZEM, si ce n'est pas le boulot, vous connaissez le ZEM à côté. Je rappelle aux téléspectateurs la rémunération de ces jeunes qui sont recrutés. Lorsque vous êtes titulaire d'un bac professionnel, vous serez payé à 100 000 francs le mois. Lorsque vous avez un bac plus 2, c'est 150 000. Un bac plus 3 ou 4, c'est 175 000 francs CFA. Et maintenant, niveau bac plus 5, vous avez 250 000 francs. Le même niveau master. 100 000 francs, bac. Et vous avez déjà femme et enfant. Vous voyez que c'est une catastrophe. Mais qu'est-ce que vous me dites ce matin? J'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. Vous avez bac plus 3, Eman. Vous avez bac plus 3. Oui. Bac plus 3. Oui. Moi j'ai bac plus 8, ou j'allais dire plus 5, plus 6, avant d'avoir mon premier enfant. Oui. Quand on sait ce qu'on veut. Arrêtez là. S'il vous plaît. On va les laisser finir. Oui, Eman, on va les laisser finir. C'est vous avez dit que j'ai l'impression de tomber des nues. Non, vous ne tombez pas des nues. Allez-y. Vous avez aussi plusieurs fois, Christian, sur ce plateau, des enseignants qui vous ont dit qu'ils ont travaillé pendant 1 an, 2 ans sans salaire. Et même si on devait leur payer leur salaire, c'est au primaire, ils ne gagnent pas 100 000 francs CFA. Ça, vous le savez. Et vous ne pouvez pas faire la promotion ce matin de ce que, bien, qu'on ait mis à disposition de quelqu'un. On lui donne une grosse opportunité de travailler sur 2 ans. On lui paie un minimum de 100 000. Quand on a un bac, ça dit vous venez fraîchement de finir, vous avez un bac plus 3 ou bien un bac plus 2, je crois, un truc du genre. On vous donne 100 000 francs CFA. On vous engage. C'est le bac cru professionnel. Ah non, attendez. Et vous voulez un bac cru. Vous venez juste d'avoir le bac. On vous trouve une opportunité. On vous met dans une entreprise. On suppose qu'on vous vivez encore avec vos parents. Oui, justement. On vous donne 100 000 francs CFA. Et à la fin de 2 années d'expérience, vous espérez encore que le pouvoir va mettre à votre disposition un fonds
pour lancer votre activité. On va plus loin. On donne 175, Christian, à quelqu'un qui a un bac plus 3. Et vous dites que quand il va finir les 2 années, qu'il attend encore que l'État mette à sa disposition de l'argent pour se lancer dans une entreprise. Je dis bien que les filières qui ont été choisis sont des filières qui ont été choisis à dessein. On parle d'hôtellerie, on parle de restauration, on parle d'énergie renouvelable. Et quand on a fait de faire ce choix judicieux, eh bien, Herman et Christian pensent que l'État va encore débloquer de l'argent et mettre à disposition de ces jeunes afin qu'ils puissent lancer parce que on peut avoir descendre avec 100 000 francs, 75 000 francs, c'est trop petit. Vous faites la promotion de quoi? De la paresse ou bien, je dirais, de la passivité? Pas me convaincre, non, pas du tout. Je prenais un exemple assez simple pour illustrer ce que je dis. Le jeune, il a un bac plus 3. Il vit dans la résidence universitaire. Il a eu son bac plus 3 et il doit désormais servir quelque part parce que l'État lui a permis d'avoir cette opportunité. Il va quitter la résidence universitaire, il ira louer. Supposons le local, le moyen le plus cher ici pour vivre. Il choisit de vivre. Il faut qu'il quitte parce que n'a pas fini d'étudier. Non, parce qu'il faut et on en parle ici, il faut que justement qu'il y ait d'autres étudiants qui prennent les cabines universitaires aussi. Est-ce qu'après 3 ans on a fini les études universitaires? De toute façon, non, il a fait le choix de se lancer ailleurs et il devrait pouvoir quitter. Je pense que c'est normal qu'il quitte là-bas. Et donc il choisit de vivre quelque part à Kassato ou à Glo. D'accord? Et on le trouve emploi dans la zone de Ganki. C'est par rapport au loyer qui s'est éloigné. Oui. Et on le trouve emploi dans la zone de Ganki. Donc il doit quitter Ganki tous les matins pour aller au boulot, revenir le soir. Il a déjà dépensé au moins 1000 francs pour le transport et le retour. Et il doit manger dans la journée. Il doit bien s'habiller parce que c'est aussi ça un jeune qu'on reçoit dans une entreprise. On ne vous juge pas votre habillement. Et c'est aussi ça chez le style au Bénin. Vous n'allez pas porter le même jean pendant les 2 ans. Vous devez vous habiller correctement, bien vous coiffer, venir au boulot et manger. Pour avoir de l'amour point. Parce que justement, la banque par exemple qui a Ganki, par exemple, dans laquelle on vous offre cette opportunité-là, la banque ne voudra pas que vous soyez habillé n'importe comment. Donc du coup, il y a tous ces éléments qui font que à la fin, le jeune peut se retrouver sans grand chose. Et puis, mieux, le parent qui est au village et qui sait que son enfant vient de gagner emploi, le parent va demander forcément, va espérer quelque chose de vous. Mais c'est aussi ça la réalité du Bénin. Je pense que, pour ma part, c'est vrai que, bon, il y en a qui ont le premier enfant. Merci beaucoup. On va changer de sujet. Mais les réalités ne sont pas les mêmes. Les réalités ne sont pas les mêmes. Akimé, oui, allez-y. Je précise que ça va être un drame. Que des jeunes qui sont bénéficiaires de ce projet-là se lancent, je dirais, pas dans le sacrifice. Vous devez vous sacrifier. On vous donne une grosse opportunité. Et je précise que les montants que vous les avez détaillés ont été fixés en tenant compte des exigences et des réalités du terrain. Quelqu'un qui a un bac à qui on donne 100 000, on peut lui en donner plus. Et je précise que même dans la fonction publique, les gens ont un bac plus 3, plus 4, ils ne sont pas au-delà de 100 000. Ça dépend de là où ils sont employés. Mais pourtant, je précise encore qu'ils vivent décemment. Dans une banque, vous tapez un costume noir, vous pouvez l'utiliser pendant toute la semaine et rien ne va se passer. Dans une banque, vous allez à Missebo, vous aurez un costume qui est vendu à moins de 20 000. On va leur demander de passer nous voir à la sortie de cette émission pour avoir des conseils auprès de vous. Vous tapez un costume, vous l'utilisez pendant toute la semaine et rien ne va se passer. Vous rentrez le soir, vous lavez votre chemise, vous la repassez et vous êtes sûr de pouvoir utiliser les 100 000 francs. Et à la fin de constituer un capital pour vous lancer. Si des jeunes, s'il y en a qui vous suivent, qui nous suivent ce matin et qui vont se tromper, et espérer que l'État mettra à leur disposition à la fin un fonds pour se lancer. Ça va être grave. Je ne suis pas adepte de ce souhait. Je suis adepte de ce que, eh bien, quand on vous a donné cette opportunité, il faut s'engouffrer. Il faut aussi mettre de côté, penser à mettre de côté l'individualisme, parce que chez nous, chacun veut avoir son entreprise. Il faut mettre de côté l'individualisme, aller, disons, dans un consortium, se retrouver en groupe pour être beaucoup plus fort dans la création d'entreprises. Je vais vous arracher très rapidement un mot sur ces cas que nous avons encore enregistrés au Bénin, 40 nouveaux cas avec 3 décès supplémentaires. On apprend d'ailleurs que le ministre de la Santé donnera un point de presse aujourd'hui pour nous présenter la situation Covid-19 au Bénin. Oui, une situation qui devient de plus en plus inquiétante. 12 cas de décès déjà signalés. On en était à 9, je crois, avant-hier. 3 décès en une journée. Je pense que la situation est grave. Ça interpelle tous
les acteurs de la chaîne, tous ceux qui pensent encore que la Covid-19 n'existe pas. Je pense que c'est le moment de prendre encore conscience de ce que ça existe réellement. Et il ne faudrait pas qu'on lui donne l'opportunité de nous décimer, de décimer la population. Voilà. Chacun de nous doit pouvoir jouer sa partition. Vous appelez à la prise de conscience. Hakimé Ousseni, une question posée à tout le monde, comme on peut le voir à l'écran, faut-il aller à un confinement général? Non, je crois que c'est pas le confinement général n'est pas la solution. Nous avons même d'ailleurs vu que il y a quand même une stratégie qui avait été mise en place et où il n'y avait pas assez de cas dénombrés. Je ne sais pas si les actualités récentes ont été la base de la multiplication de ces cas de Covid. Je ne suis pas je ne vois pas les choses de mauvaise, mais peut-être que certains n'ont pas respecté les gestes barrières à l'occasion des élections municipales dernières. Ça peut avoir été pour quelque chose. Peut-être qu'à l'occasion des campagnes, vous avez vu un peu ce que nous avons dénoncé parce que les réseaux sociaux ont aidé. Nous n'étions pas au front, campagne médiatique exclusivement obligeant, mais on a constaté qu'il y a de ces hommes politiques aussi qui malheureusement ont foulé au pied bien de gestes barrières. Peut-être que ça accumulé a pu expliquer à quoi nous assistons aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une question de confinement général parce que nous n'avons pas les moyens pour un confinement général, ça c'est clair, mais il faut peut-être repenser la stratégie. Et comme je l'ai dit, Christian, je ne cesserai jamais de le clamer, les gestes barrières ne sont pas respectés à l'intérieur de nos quartiers. Faites-y un tour, vous remarquerez que jusqu'à présent, malgré qu'on parle de 9 morts, malgré qu'on parle peut-être depuis hier nuit jusqu'à aujourd'hui de 12 décès, et qu'on parle de 40 cas enregistrés en seulement 24 heures, il n'y a que nos parents, nos frères, nos soeurs et consorts au niveau de nos artères, à l'intérieur de nos quartiers, ne sont pas respectueux des règles barrières. C'est à ce niveau qu'il va falloir beaucoup plus mettre l'accent. Est-ce qu'il faut renvoyer les forces de l'ordre dans les quartiers avec peut-être, comme l'a dit l'autre, mon cher ami, Aboubacar Takou du Sounpaka, pour pouvoir mettre les gens à l'endroit? Ça peut peut-être y arriver. Mais je crois qu'il va falloir que chacun, où qu'il se trouve, prenne conscience de ce que le mal dessine, ça tue. Il faut respecter les gestes barrières. Voilà, nous attendons sur le point de presse du ministre de la Santé. C'est en cours de cette journée. Vous restez en place, Hakimé Ousseni. Ensemble, nous allons recevoir Laurent Roussa, directeur général de l'INSAE. On parlera donc de ce projet de loi envoyé au Parlement portant organisation et réglementation du système statistique en République du Bénin. Pourquoi un tel projet de loi? Nous aurons des précisions. Herman Anyamboussou, vous allez vous préparer avec votre invité, maître Nadine Sapoun. Plus de cordes. Oui, absolument. Avocate au barreau du Bénin, avec elle il sera question de l'accès des enfants à la justice. Est-ce une réalité en République du Bénin? Avec toute la réalisation, nous allons prendre quelques secondes de pause avec la pub. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Pour la maintenance et la réparation du système de climatisation de votre véhicule, les garages professionnels Les Bang & Motors à votre disposition 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Nous disposons d'un véhicule qui vous dépanne partout sur demande. Contact téléphone 00229 21 31 0046 60 60 60 45 60 60 60 86. Call Center 2 x 99 66 66. LBM. Le carrefour des grandes marques. L'invité du forum ce jour, Laurent Roussa, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes directeur général de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique. Je vous reçois en plateau en compagnie de Hakim Seydou Ousseni. Alors, le gouvernement a décidé en Conseil des ministres le mercredi 3 juin dernier de la transmission à l'Assemblée nationale pour étude et adoption du projet de loi portant organisation et réglementation du système statistique de notre pays, le Bénin. D'abord, dites-nous, dans quel état se trouve notre système statistique ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci surtout pour l'opportunité qui m'est offerte de parler un peu des chiffres et de l'organisation des données chiffrées dans notre pays. Il faut dire que notre système statistique, jusqu'à un passé récent, se trouvait dans une situation un peu de déliquescence. Et les données qui existent sont un peu vieilles. Et pour un pays qui aspire à un développement aussi intéressant et aussi important, il était de bon ton qu'on essaye de voir un peu comment est-ce qu'il faut réorganiser les choses pour que les données soient un peu plus d'actualité. Puis il faut aussi comprendre que l'organisation statistique, c'est une grosse machine qui nécessite beaucoup de ressources. C'est vrai, à un moment donné, les ressources qui étaient mises à la disposition de la statistique n'étaient pas suffisantes. Le gouvernement actuel a fait un bond important dans ce cadre-là, mais ce n'est pas suffisant. Il faut dire aussi que les données dont je parlais tout à l'heure sont pour la plupart produites sont financées, sont produites par l'INSAE, mais elles sont financées pour la plupart par des bailleurs de fonds. Donc tout ça là se faisait dans un désordre un peu qui ne permettait pas de cadre. Ce sont les données de quel secteur? Ça concerne quoi? L'INSAE, là il faut que je vous explique un peu. En fait, l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, sous d'autres on les appelle des INS, c'est la structure qui s'occupe de l'ensemble des statistiques, des données chiffrées de notre pays, des pays. Il y a des domaines qui sont réservés à certaines structures et qui ont été définis par des traités. Je vais parler des données de finances publiques, je vais parler des données de la balance des paiements, des données qui sont finances publiques, c'est pour le ministère des Finances, balance des paiements, c'est pour la Banque centrale, les données monétaires qui sont aussi pour la Banque centrale, mais hormis ces domaines, toutes les autres statistiques doivent être produites ou supervisées par l'Institut national de la statistique. Ça veut dire que vous devez travailler avec la plupart des secteurs en dehors de ces trois que vous avez... Même ces trois secteurs, nous devons travailler avec ces trois secteurs. Je vous dis, le produit intérieur brut, c'est l'Institut national de la statistique qui le produit. Et donc pour produire cette information, on est obligé de travailler avec toutes les structures, avec l'ensemble des structures qui produisent nécessairement. Même les entreprises, nous sommes obligés de travailler. Mais l'impression qui est donnée à travers, je dirais, les activités de l'INSAE, c'est à croire que vous ne faites que des recensements. Parce que oui, c'est beaucoup plus à ce niveau que les gens ont l'impression de vous voir, alors que vous semblez être un peu partout. Qu'est-ce qui explique ce manque de visibilité des activités de l'INSAE? Merci. Cela explique justement le projet de loi. Parce que ce qui est observé, c'est que l'INSAE, c'est dans les enquêtes. Vous avez dit recensement, bon, les recensements viennent à des périodes un peu plus longues, mais très souvent, c'est des enquêtes. Mais attention, ces enquêtes ont leur utilité. Aujourd'hui, si on veut donner le niveau de pauvreté dans notre pays, il faut nécessairement faire une enquête. Si on veut donner le niveau de la consommation du ménage, si on veut dire quel est l'état de la santé du pays, il faut nécessairement faire des enquêtes. Et ces enquêtes devraient être même régulières et devraient être leur rythme devait être vraiment régulier. Donc, ça, c'est une activité de l'Institut national de la statistique. Mais hormis cette activité, l'Institut du Bénin a aussi le côté analyse économique. Il faut dire que pendant longtemps, ce pan des activités de l'Institut a souffert. Parce qu'on a consacré une bonne partie de nos ressources sur la production des données conjoncturelles. Mais la partie analyse pour pouvoir permettre de faire ressortir les difficultés que rencontre notre économie. Et donner des orientations économiques. Voilà, cette partie a souffert. Et depuis peu, justement,
nous avons eu la chance d'avoir au-dessus de nous quelqu'un qui maîtrise correctement cette partie. Et donc, étant aussi connaisseur de l'organisation du système statistique, il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et donc, il a essayé d'inviter les grandes structures, les structures internationales qui s'occupent du système statistique pour venir auditer le système, ce qui a été fait. Et à la fin de cet audit, on s'est rendu compte qu'il faut alors réorganiser l'ensemble. Mais pour réorganiser, on ne peut pas réorganiser dans cela. Il faut un cadre organisationnel, institutionnel bien défini. Et juridique bien défini. Voilà, et c'est là maintenant que le projet de loi retrouve son chemin. Et c'est ça qui a abouti. Il faut dire que c'est une expérience qui a été commencée depuis 2018. Si le projet est sorti aujourd'hui, c'est là. On a eu à beaucoup travailler là-dessus. Il y a un travail en amont. Alors, voilà, beaucoup de travail. Alors, quelles sont les innovations contenues dans ce projet déjà envoyé au Parlement? Voilà. Les innovations, il y en a beaucoup. Je vais citer seulement quelques-unes. D'abord, il faut reconnaître que la loi qui nous régit encore aujourd'hui, c'est une loi qui date de 2000, du 12 avril 2000. Ça fait un enfant qui est né en ce moment à 20 ans aujourd'hui. Entre 2000 et aujourd'hui, cette loi d'abord était orientée seulement sur le fonctionnement d'une structure qu'on appelle le Conseil national de la statistique. Or, une loi statistique ne veut pas être orientée sur une structure. Ça doit être une loi qui couvre l'ensemble des activités statistiques dans le pays. Donc, la première innovation, c'est de sortir notre pays du 7 engrenage où la loi ne concerne que le Conseil national de la statistique. L'autre chose, entre 2000 et 2020, il y a eu beaucoup d'avancées. Le Bénin a souscrit à la Charte africaine de la statistique en 2012. Donc c'est 12 ans après les données la loi de 2000. Il y a eu l'agenda des Nations Unies 2030 qui a parlé des ODD. Ce n'était pas inclus dans la loi. Il y a eu l'agenda 2063 de l'Union africaine qui n'était pas aussi pris en charge de cette loi. Donc, il était temps que nous nous alignions aussi sur les nouvelles orientations statistiques qui ont été données sur le plan international. Troisièmement, notre loi n'intégrait pas le développement des NTIC. Aujourd'hui, il y a 20 ans, quand on venait faire une enquête chez vous, c'est sur des papiers et on cochait. Cette fois-ci, c'est avec des tablettes. Aujourd'hui, c'est avec des tablettes. Je peux même pas vous donner des tablettes. De mon bureau, je vous envoie un logiciel sur votre téléphone portable. Partout où vous êtes, et je vous donne mes instructions, je vous dis, faites-moi, donnez-moi telle information. Aujourd'hui, l'INSAE est capable de le faire. Mais pour faire tout ça, là, il faut l'organiser. L'autre chose, il y a une loi qui est venue dans notre pays sur les données individuelles. Comment les gérer? Les chercheurs aujourd'hui, leur problème, c'est, je vais prendre les données, je vais les utiliser. Si vous prenez les données, il y a des informations sur des individus que vous nous donnez. La confidentialité des données. La loi n'intégrait pas tout ça là. La nouvelle loi, nous avons aussi défini dedans comment est-ce qu'il faut financer la statistique. Parce que l'État va donner des moyens, mais la statistique, c'est de gros moyens. Donc, il faut chercher des moyens, il faut innover. Et dedans, il y a un pan qui concerne le financement de la statistique. Et enfin, ce que je peux vous dire aussi, c'est que dans cette nouvelle loi, nous avons essayé de mettre dans la loi les grandes opérations statistiques que nous faisons. Le recensement général de la population, le recensement national de l'agricole, le recensement des grandes entreprises et aussi le pan dont vous avez parlé tout à l'heure, notamment l'analyse économique. Mais quand on vous entend, c'est bien d'innovation, c'est bien beau, on a l'impression qu'on veut avoir désormais un institut bien rénové, bien réorganisé. Est-ce qu'avec la loi nouvelle, vous ne perdez pas, je dirais, les compétences qui sont les vôtres à la création et à l'institutionnalisation de cet institut-là?
Si, je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous ne perdrez pas, je dirais, vos compétences? Est-ce que, bon, voilà, à la fin, on ne dira pas que ce n'est pas vous seuls qui gérez, désormais, eh bien, vous n'avez plus la première, je dirais, des activités au niveau de l'INSAE? Ah non. Ah non, parce que la loi a ramené l'INSAE au centre des activités statistiques. On ne peut plus faire une activité statistique au Bénin aujourd'hui, même sans que la loi ne soit là. On a ressorti un texte qui dit désormais que c'était un petit article qui était dans l'ancienne loi que personne n'appliquait. Et on a dit non. Ça qui permettait tout le monde enquêtes voilà, partout. on a recentré. Dès mon arrivée, j'ai vu avec le ministre d'État, je lui ai dit, si on n'applique pas cet article, nous aurons des problèmes. Ah, ça rappelle ce communiqué là, qui était en son temps. Et quand il a lu, il a été d'accord avec moi le même jour, c'est lui-même qui a signé. Et on a. Donc, l'exclusivité. Voilà, cette loi permettra à l'INSAE de revenir au centre des données statistiques dans notre pays. Exactement. Voilà. Et puis, autre chose, oui, innovation, d'accord, mais le projet semble-t-il s'inscrit dans un contexte de réforme du système des statistiques au Bénin, et puis ce qu'on peut aussi appeler la restructuration de votre institut. Expliquez-nous brièvement les quelques réformes qui sont en vue au niveau de l'INSAE. Bien, merci. L'ambition que les autorités du Bénin ont aujourd'hui pour la gestion de la statistique dans notre pays, c'est de mettre les statistiques au même niveau, l'Institut surtout, au même niveau des instituts de tous les pays du monde entier et des plus performants. Pour le faire, il faut des instruments d'analyse économique, de production des statistiques les plus performants. Nous avons des cadres qui sont formés dans les mêmes universités, dans les mêmes écoles statistiques que ceux qui sont ailleurs. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Les domaines dans lesquels l'Institut doit intervenir, il faut adopter des procédures, des manières de faire semblables aux autres que nous allons appliquer exactement dans notre pays. Nous allons réorganiser le fonctionnement même de l'institution. Là, je suis sur le volet institution. INSAE. Une première fois, nous avons déjà produit ce document que nous avons échangé avec les autorités, avec les ministres. Et tous les ministres, en voyant ce qu'on a posé pour l'INSAE, ont exigé que cela se répande au niveau de toutes les structures actuellement. Donc, ce n'est pas seulement une restructuration de l'INSAE, mais c'est une restructuration de l'ensemble du système statistique national. Qu'est-ce qui va se passer? Quand nous allons finir, même de l'INSAE, nous devons pouvoir donner des formations, nous devons pouvoir organiser ce qui se passe dans chaque ministère, dans chaque structure, pour que les données qui sortent soient des données de qualité, des données fiables. Et quand on prend un chiffre de sortie du Bénin, je ne veux pas dire de l'INSAE, mais sortie du Bénin, qu'on soit à l'aise de l'utiliser sans discuter. D'accord. Avant de vous laisser partir, c'est vrai que lorsqu'on parle de changement, ça implique beaucoup de ressources. Et nous avons entendu dire que l'INSAE veut se lancer dans l'organisation d'une table ronde pour la mobilisation de ressources. C'est-à-dire que vous n'avez pas les moyens de votre politique? Très bonne question. Ce n'est pas que nous n'avons pas les moyens de notre politique, mais les moyens que nous avons sont insuffisants. Ce que nous voulons faire, c'est une première dans l'ensemble des pays. C'est parce qu'aujourd'hui, nous voulons rebâtir. Et pour rebâtir, il faut des moyens colossaux. Et ces moyens colossaux, on ne peut pas jeter ça sur un budget, le budget d'un État en une année. Donc même si l'État prend la responsabilité de financer, elle ne pourra pas nous permettre d'aller avec le rythme que nous voulons. L'autre chose, j'ai parlé tout à l'heure des ODD. Les ODD ont des implications de production d'informations à un rythme très élevé. Ce sont des bailleurs de fonds qui sont derrière, qui demandent, qui nous aident à faire tout cela. Donc il faut que les ressources que nous devons utiliser pour réussir la production de ces informations, il faut que ces bailleurs de fonds nous aident à les avoir. Pour que désormais, nous ne soyons pas obligés d'être tout le temps là en train de dire Monsieur le ministre des Finances, il faut nous aurons nos ressources, nous aurons nos moyens pour mettre à la disposition de notre pays des données statistiques
de très haute qualité. D'accord. Vos attentes, c'est que les députés étudient très rapidement ce projet de loi et donnent les moyens. C'est ça. Nous tendons la main vers eux. Ils n'ont qu'à l'adopter rapidement. Ça va nous permettre quand même d'évoluer parce que nous pensons que le temps ne nous attend pas. Donc il faut qu'on aille vite. L'ambition, on veut vraiment que, au moins sous la présidence du président Talon, au moins qu'on puisse dire que sous lui, on a fini quand même, on a pu avoir un institut de statistique de haute qualité. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Laurent Roussat. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le directeur général de l'INSAE, l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique. Très bonne journée à vous. Merci à vous, Akimé. Christian, c'est moi. Bonne journée. Dans un instant, durant les CEDLEX avec Hermane Aniboussou qui reçoit Maître Nadine Saponou-Dossou. Elle est avocate au barreau du Bénin. Alerte! Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Parce que votre bien-être et votre satisfaction sont notre raison d'être. Parce que nous tenons à la qualité. Nous sélectionnons pour vous les meilleures semoules de blé dur, des pures souches traditionnelles de blé dur au monde. Nous mettons à votre disposition tout notre savoir-faire dans la production de nos pâtes alimentaires pour vous offrir cette texture tendre et unique, cet arôme subtil et cette saveur unique que vous aimez tant des spaghettis et macaronis Matanti. Matanti uniquement. Pour dire bien et bien dire, on dira Maître Nadine Dossou Saponou. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue en plateau. Alors, nous sommes jeudi avec vous, Hermane Parfait Adiamboussou, durant les CEDLEX. Ce matin, on parlera de l'accès des enfants à la justice pour coller un peu à l'actualité 16 juin, journée de l'enfant africain. Tout à fait, journée de l'enfant africain, c'est l'accès des enfants à la justice. On va voir si au Bénin, les conditions sont réunies pour que les enfants aient accès à la justice. Si ce n'est pas trop demandé que de demander que l'enfant ait accès à la justice, est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent déroger à cette règle-là qui veut que l'enfant ait accès à la justice? Elle est là pour nous en parler. Maître Nadine Dossou Saponou, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Quand on dit accès de l'enfant à la justice, à quoi fait-on allusion? Alors, quand on dit accès de l'enfant à la justice, on fait allusion en fait à la protection des enfants par rapport aux droits, c'est-à-dire au fait d'être d'abord représenté, assisté devant les juridictions. Et donc, en fait, l'accès à la justice, c'est un droit fondamental. Donc, il fait partie de la démocratie. Et donc, quand on l'a mis au niveau des enfants, on peut dire que c'est vraiment une évolution. Jusqu'à notre adolescence, on se disait que l'enfant d'un certain âge n'avait pas droit à la justice. Et comme vous l'avez d'ailleurs dit, représenté ou assisté. Est-ce que l'enfant qui est représenté et l'enfant qui est assisté ont effectivement accès à la justice? Alors, ce n'est pas la même chose. Quand un enfant est représenté, ce sont ses tuteurs légaux qui le représentent. Je donne un exemple. Un mineur qui a été tué, par exemple, ou qui a été violé, mais qui se trouve à l'hôpital. Ses parents le représentent devant la justice. Par contre, un mineur qui a été violé ou qui est en conflit avec la loi, mais qui se présente physiquement en présence de ses parents, il est assisté de ses parents. Mais il est évident que ce n'est pas les parents qui vont l'assister juridiquement. Donc, les parents représentent le fait d'être des tuteurs légaux, mais c'est l'avocat qui est à ses côtés et qui assiste les parents. Quand l'enfant n'est pas là, il est représenté par son avocat aussi. Oui, quand on parle de l'accès des enfants à la justice, c'est d'abord les conditions. Est-ce qu'au Bénin, les conditions sont réunies pour qu'un enfant puisse crier « Oh là, j'ai accès à la justice ». Alors, il faut savoir qu'au niveau des tests, le Bénin est assez couvert.
C'est-à-dire qu'il y a le Code de l'enfant, donc au niveau de l'article 229, qui prévoit toutes les structures pour les mineurs. Donc vous avez le juge des enfants, le juge des mineurs, vous avez le procureur de la République chargé de l'enfant, vous avez une chambre de la cour d'appel des mineurs. Donc il y a vraiment toute une structure qui est mise en place. Au niveau des textes. Au niveau du Code de l'enfant et des tests. Oui. Ensuite, vous avez, on en avait déjà longuement parlé dans une précédente émission, la possibilité pour un enfant d'être auditionné donc, par rapport à l'article 234 du Code de l'enfant. Oui. La problématique est de savoir entre la pratique et les tests. Oui. Alors, au niveau de la pratique, je dirais que globalement, il y a 95% à 100%, c'est assez respecté. Parce que moi, je travaille beaucoup plus à Cotonou. Je vais très peu dans les juridictions hors Cotonou. Mais en tout cas, la collaboration que j'ai avec les parquetiers ou les juges des mineurs à Cotonou est une très, très bonne collaboration. Et c'est des personnes qui sont vraiment sensibilisées à la cause des enfants. Donc, quand une procédure relative aux enfants arrive à leur niveau, ils font vraiment diligence, surtout quand il y a une dénonciation qui arrive au niveau du parquet. Le parquet diligente rapidement le procureur en charge des mineurs pour que diligence soit faite et le juge des mineurs aussi, qui est un juge très sensible à la cause, réagit et appelle rapidement soit le bâtonnier, soit un membre de l'association des femmes avocates, puisque nous, on travaille beaucoup pour la cause des enfants. Et donc, il y a une collaboration. Et des femmes aussi. Et des femmes aussi. Pas pour les hommes, non. Mais alors, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'association des femmes avocates s'appelle l'association des femmes avocates, mais en réalité, nous recevons beaucoup d'hommes. D'accord. Nous recevons beaucoup d'hommes, puisque, comme j'ai eu à le dire plusieurs fois, nous recevons les mercredis après-midi et les jeudis après-midi dans les différentes juridictions. Et ce qui est surprenant, c'est que les hommes arrivent et aussi posent des problèmes identiques aux femmes. Il est vrai que le pourcentage est assez faible, mais on reçoit des hommes et on assiste des hommes aussi. Mais c'est des cas qui ne sont pas très, très fréquents, puisque nous sommes là, en réalité, pour les femmes battues, pour les femmes violées et pour les enfants en conflit ou victimes avec la loi. Quand on parle de l'accès des enfants à la justice, vous l'avez dit, ça renvoie à l'article 234, droit d'être entendu. Dans toute procédure judiciaire, le concernant, le mineur capable de discernement a le droit d'être entendu ou d'être assisté. Et qu'en est-il du mineur non capable de discernement? Sur la base de quoi est-ce qu'on pense que le mineur peut discerner, peut pas discerner? Alors, avant, la problématique était l'âge. L'âge, donc on en avait déjà parlé longuement, était de 13 ans. Aujourd'hui, la problématique ne se pose plus sur l'âge. La problématique se pose sur la capacité de l'enfant à voir son intérêt supérieur. Mais par exemple, je donne les journaux, entre-temps, ont défrayé la chronique sur un petit enfant qui avait été battu et qui avait, on lui avait fait manger des matières fécales. Ses matières fécales. Cet enfant-là, vu son âge, n'a pas le discernement de parler. Donc forcément, ce sont ses parents ou une association qui va prendre en charge sa défense à cet enfant-là. Donc oui, au niveau de la justice, l'affaire à la justice aujourd'hui pour les enfants, elle est importante et elle est faite. Et aussi, il faut préciser que dans le Code de l'enfant, il est précisé que l'enfant lui-même peut saisir le juge. Mais dans la pratique, est-ce que les enfants sont informés qu'il y a une sensibilisation en langue, que ce soit en fon, en minan, en yoruba, enfin les différentes langues du Bénin, pour que les enfants comprennent que si je suis maltraité chez moi, si je suis battu par mes parents, au-delà de la limite d'une petite fessée ou d'une petite correction, j'ai le droit et la capacité d'écrire un petit mot au juge pour dire voilà ce que je vis chez moi. Ça, je pense qu'il faudrait effectivement qu'il y ait une sensibilisation sur ce point pour que les enfants comprennent qu'ils ont des droits, puisque les tests aujourd'hui au niveau du Bénin, il n'y a rien à dire, on est couvert par les tests. Mais il ne suffit pas d'avoir des tests. Il faut vraiment que dans la pratique, il y ait une conscience et il y ait un recul de la maltraitance et des violences des enfants. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de la journée africaine des droits de l'enfant, puisque je rappelle que cette journée est née du fait des 600 enfants qui ont été tués à Soweto, en Afrique du Sud, parce que ça, on l'oublie souvent, c'est à cause des violences d'enfants lors de l'apartheid que cette journée a été créée.
Donc, il faut que cette journée profite non pas pour être à la télévision, non pas pour faire de la démagogie, mais plutôt pour qu'il y ait une avancée réelle des droits des enfants. Est-ce que Bénin, quand on prend les tests, est-ce qu'il y a des dérogations qui peut-être ont été mal comprises et qu'on pourrait corriger aujourd'hui pour vraiment parler de l'accès équitable des enfants à la justice? Je n'ai pas très bien compris. Oui, est-ce que, oui, quand on prend l'enfant, vous avez dit tantôt, l'enfant qui n'est pas renseigné sur ses droits, l'enfant de rue, les enfants qui sur la tête desquels on trouve des bagages, des objets de vente, est-ce que des conditions sont réunies pour que ces enfants-là aient vraiment accès à la justice au Bénin? Alors, le problème pour moi, mais ça c'est vraiment personnel, pour moi c'est au niveau culturel qu'il faut faire la lutte. Quand je parle de culturel, et ensuite après la police va y contribuer. Culturel dans le sens où, quand vous allez dans les rues, même au feu rouge, vous avez des enfants de 8 ans, 9 ans qui ont du toffee sur la tête, des oranges sur la tête. Vous allez dans Tokpa, vous avez des petites fillettes de 8 ans, 9 ans qui sont en train de vendre alors qu'elles devaient être à l'école. Ça, pour moi, il faut déjà éradiquer ça. Et ça veut dire qu'il faut qu'il y ait régulièrement une descente de la police dans les feux rouges, dans les marchés. Mais d'un autre côté, pour que ce soit efficace, il faut que l'école soit complètement gratuite depuis la maternelle, en tout cas jusqu'à l'âge de 16 ans. Il faut qu'il y ait un accompagnement des parents parce que c'est la pauvreté. Une maman qui dit, voilà, moi je sors ma bouteille de tchakbalo ou de bouillie pour vendre et j'attends d'avoir 200 francs, 300 francs pour pouvoir faire à manger à mes enfants, elle n'a pas les moyens d'envoyer son enfant à l'école. Oui. Et elle n'a encore pas moins les moyens de saisir la justice si l'enfant a un problème. Heureusement, il y a beaucoup d'associations aujourd'hui au Bénin d'autres sont subventionnées par l'UNICEF comme le nôtre, qui permet maintenant de faire des sensibilisations et aussi de dire aux enfants et aux parents qu'il y a des droits pour les enfants. Donc, si on ne fait pas la lutte au niveau culturel, si on ne fait pas comprendre aux gens que les enfants sont des êtres humains à part entière, on aurait beau avoir toutes les lois sur l'enfant, pour moi, ça ne va pas faire une avancée. Est-ce qu'il peut arriver, maître, qu'on fasse que la justice, quand on dit on, c'est la justice, fasse la volonté d'un enfant contre celle de ses parents? Alors, au Bénin, je n'en ai pas encore vu. Il est vrai que, moi je viens du barreau de Paris avant d'arriver ici. En France, quand j'exerçais, oui, j'ai déjà vu un juge appeler l'enfant et demander son souhait et voir s'il n'était pas manipulé. Et en fonction de ça, il y a des placements qui se font. Alors, peut-être que ça existe au Bénin, mais en 12 ans de pratique professionnelle au Bénin, moi je n'en ai pas encore vu. Et au-delà même de ça, quelle est la place de l'enfant dans les familles africaines? C'est ça, c'est déjà ça. Il faut se poser cette question. L'enfant, dans les familles africaines, est considéré comme la dernière rose du carreau. Bon, ça avance, ça évolue, mais l'enfant n'a pas son mot à dire. Quand un enfant a le courage de dire à ses parents ce qu'il pense, tout de suite, l'oncle qui est là dit qu'il est mal élevé. Oui. Cette manière que les Européens ont de parler directement de ce qu'ils pensent, où l'enfant dit « Maman, je ne suis pas d'accord avec toi », ce n'est pas possible en Afrique. En tout cas, j'espère que ça va évoluer. Merci, maître. Merci. Merci à vous. On vient d'apprendre beaucoup de choses avec vous, maître Nadine de Sousakonou. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci. Merci bien. Alors, ce matin, nous allons en parler aussi de la désertification au Bénin. La menace est persistante. Nous nous intéressons à ce qui se passe dans le nord du pays. Il y a de ces localités qui vivent un drame. Nous allons en parler avec Fulbert Akimerossou qui reçoit ce jeudi Dr Bio Uruniki. Il est expert en géosciences de l'environnement. La famille Yuki s'agrandit. Découvrez Yuki Cola avec son goût unique. Un moment de rafraîchissement fun et délicieux. Disponible dans tous vos points de vente au prix conseillé de 200, 400 et 350 francs CFA. Yuki Cola, le nouveau parfum de la famille Yuki. Vous
Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Nous irons voir ce qui se passe sur le terrain de la désertification en République du Bénin avec notre expert qui est là, Dr Bio Oruniki. Bonjour. Bonjour, chers confrères. Bienvenue. Vous êtes confrère justement, notre confrère, puisque vous êtes journaliste, ça, il faut le préciser. Directeur de Nane FM. Bien sûr, à Ouassapéonco. Vous êtes venu de là-bas. Merci de nous aimer. Filbert, bonjour. Bonjour Christian. Hier, c'était la journée mondiale de lutte contre la désertification. Au Bénin, on se demande si effectivement c'est un mythe ou une réalité. Et effectivement, docteur Bio-Roniki vient de Nord, Bénin. Il maîtrise un peu la situation. Est-ce qu'effectivement nous sommes menacés, docteur Bio-Roniki? Oui, en fait, la désertification, il faut d'abord la comprendre comme la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides, sèches, par des facteurs qui sont les changements climatiques et les activités anthropiques. Le Bénin qui fait partie de la zone subhumide, c'est-à-dire le domaine des grandes savanes herbacées, herbeuses, arborées, c'est-à-dire le nord du Bénin, n'est pas épargné par la menace de la désertification. Quelle situation actuellement? La situation, on peut parler des hotspots, ça veut dire des points chauds. Et quand on prend la première zone, c'est l'extrême nord comme Malanville, Karimama. Et nous avons encore la deuxième zone qui est le bassin cotonnier. Quand on parle de bassin cotonnier, c'est la zone de Banikwara, de Kérou. Et également, on a d'autres zones très moins chaudes, comme dans la Donga et dans le Borgo également. C'est pour dire que la menace y est. Vous parlez de facteurs anthropiques, mais là, il y a les pratiques agricoles qui sont beaucoup plus indexées. Comment ça peut induire ces changements-là? En fait, la désertification se produit lorsqu'on supprime le couvert végétal, lorsqu'on coupe les arbres, les buissons pour en faire du feu de bois ou la construction, où on nettoie les terres en vue de les mettre à nu. Et ça, vous voyez, quand on les met à nu, elles sont exposées à l'érosion hydrique, c'est-à-dire par l'eau, le ruissellement, l'érosion éolienne par le vent. Il y a la détérioration également chimique du sol, c'est-à-dire par la perte de la fertilité à cause des intrants que nous utilisons, et la détérioration physique du sol par le compactage. Vous avez la zone septentrionale, la zone d'élevage bovin. Vous voyez, les bœufs, lors de leur passage, compactent le sol. Ça veut dire que ça rend ce sol infertile et puis improductif. Et puis, on peut parler également de la détérioration biologique par la diminution du couvert végétal. Quand tout n'est pas là, il n'a pas la biomasse. Et puis, la dégradation par l'eau, c'est-à-dire de l'eau. Quand il n'a pas assez d'eau, on tend vers l'aridité. Le sol, il n'a pas d'infiltration. Et puis, il n'y a pas d'évapotranspiration. Donc, le sol est exposé à bien d'autres choses. Donc, quand on voit tout ça là, et juguler au changement climatique, à la variabilité climatique, ça veut dire que le risque est non, parce que la zone septentrionale fait partie de la zone soudano-sahélienne. Vous êtes avant tout journaliste, vous avez rencontré beaucoup de producteurs. Est-ce qu'ils sont conscients de ce que nous sommes menacés par la désertification? Oui, en fait, le problème environnemental, pour d'abord que chacun le puisse l'intégrer comme une valeur, c'est sa perception culturelle. Qu'est-ce que nous considérons comme environnement? Qu'est-ce que l'environnement nous apporte? Mais au départ, c'est comme la variabilité climatique. On se dit que non, que c'est des dieux, on va trouver le bouc émissaire. Mais en réalité, de plus en plus, les gens se rendent compte de leur vécu quotidien, qui est que leurs arrière-parents n'avaient pas vécu un tel événement. Mais aujourd'hui, progressivement, avec l'appui des radios communautaires qui amènent l'information qu'il faut, l'information nécessaire qu'il faut pour corriger ces perceptions. Parce que quand on laisse aux populations, ils sont dans leurs perceptions qui ne sont pas toujours positives pour même le changement de comportement, même si les projets arrivent. Donc, de plus en plus avec les informations qui sont diffusées,
les perceptions s'évadent, s'éclipsent, et c'est les nouveaux comportements pour y faire face qui font jour. Ils sont conscients qu'il faut-il faire pour lutter contre la désertification? En fait, pour lutter, d'abord, il faut reboiser. Il faut avoir un regard. Est-ce qu'on peut reboiser sur des terres arides qui pratiquement sont appauvries? Nous ne sommes pas encore dans des terres très arides. Il faut reboiser parce que l'arbre est un lien au sol. L'arbre protège le sol par rapport à l'érosion et crée, c'est-à-dire des relations écosystémiques. Donc non seulement il faut reboiser, mais il faut avoir ce qu'on appelle la gestion durable des terres. Parce que les terres ne sont pas extensibles. C'est sur les mêmes terres que les populations sont installées, produisent malgré la démographie qui augmente, qui ne cesse de croître. Et vous savez, quand il faut produire 10 ans, 15 ans sur une même terre, sans aménager, qu'est-ce qu'on peut avoir? Les populations s'en rendent compte qu'aujourd'hui, le capital foncier, c'est-à-dire terre, d'abord, leur c'est de source de revenus, mais source de survivance pour ceux dont ils dépendent. Donc, oui, allez-y. Donc, oui. Il y a des lois, comme la loi sur le changement climatique, par exemple, qui prend des dispositions dans ce sens-là, mais beaucoup n'ont pas connaissance de certaines dispositions. Vous nous les rappelez? En fait, au-delà même de la loi sur le changement climatique sur laquelle je vais revenir, il y a le nouveau code pastoral qui, en son article 6, demande, par exemple, aux éleveurs d'avoir un regard sur la gestion durable des ressources naturelles qu'ils partagent avec les agriculteurs et d'autres utilisateurs du sol. Ça veut dire quoi? L'éleveur a une responsabilité également de contribuer au développement durable par rapport à la dégradation de l'environnement dont il est un acteur. Maintenant, quand on va à la loi sur les changements climatiques, ces lois ont des dispositions qui incombent à tout un chacun de nous qui est utilisateur des ressources naturelles, que ce soit des agriculteurs, aux éleveurs, aux exploitants forestiers et aux collectivités territoriales qui ont désormais la charge et la responsabilité de veiller même à éviter et à protéger ou à prendre des mesures pour protéger les populations contre les changements climatiques. Oui, il y a une disposition par exemple qui dit qu'il faut mettre l'accent sur l'éducation à l'environnement, mais là on ne constate encore rien. L'éducation environnementale est transversale et elle doit être permanente. Permanente, pourquoi? Parce que avec les nouveaux problèmes environnementaux, écologiques qui se posent, il faut de nouveaux comportements pour y faire face. Mais rien ne se fait, mais il revient également aux décideurs et également à la société civile, aux ONG, aux collectivités locales, parce que les problèmes environnementaux se vivent au niveau local. Et ça, les collectivités territoriales doivent introduire dans leur schéma, dans leur plan de communication, ce volet. Parce que quand il n'y a pas de productivité agricole, il n'y a pas de TDL. Pour prélever les taxes sur le développement local, il faut que le paysan ait produit quelque chose. Il faut que l'éleveur ait du bétail qu'il peut vendre. Donc ça veut dire la sensibilisation par les canaux, que sont les radios communautaires, là où elles sont implantées ou là où elles sont écoutées aujourd'hui, doit être transversale. Parce qu'en langue locale, il n'y a pas d'intermédiaire pour faire comprendre les messages. Une difficulté en langue locale, est-ce qu'on peut dire environnement dans votre langue, par exemple? Oui, environnement dans ma langue, ça veut dire Bouba. Aujourd'hui, je crois qu'il y a des travaux qui se font. Il y a même un confrère qui a soutenu tout récemment sa thèse sur les Dendi et comment il faut utiliser les langues locales avec les nouvelles terminologies que nous avons, parce que quand on parle aujourd'hui écologie, développement durable, changement climatique, vous voyez, c'est des périphrases que les gens le font pour pouvoir traduire ces mots en langue locale. Donc ça veut dire, et la recherche scientifique, et nous les journalistes, nous devons travailler de concert pour amener les populations à un niveau de compréhension des nouveaux phénomènes écologiques ou bien environnementaux que nous vivons. Une dernière préoccupation, un plan pour lutter contre la désertification, ça dit quoi en quelques mots, brièvement? Un plan pour lutter contre la désertification au Bénin adopté par le Conseil des ministres, je crois, en 2019, du 6 février, et qui fait de 2018 à 2024. Ça veut dire que c'est un plan ambitieux qui veut que le Bénin fait face à la menace. Et puis, je vais dire même qu'il y avait un fonds national de lutte contre la désertification. Je ne sais pas ce qui se passe. Et ce fonds devait même permettre la sensibilisation. Il y a même un comité national de lutte contre la sensibilisation, mais qu'on ne voit pas des actions sur le terrain. Nous espérons bien que les plans ne sont pas élaborés non seulement pour attirer les bailleurs, les partenaires techniques, mais également qu'ils soient mis en œuvre au grand bonheur des populations et de tout un chacun de nous qui dépendons de la nature et des ressources naturelles pour vivre et autres. Merci, Dr Bioroniki. Je rappelle que vous êtes spécialiste en géosciences de l'environnement et aménagement de l'espace et directeur de NANEFM à Penko. Merci. Justement, NANEFM qui inonde les populations de Penko, vos programmes, c'est totalement en langue?
À 99% en langue. Le français, là, n'a que juste quelques reportages et puis les communiqués, bien communiqués, et avec quelques plages de divertissement. Parce que nos populations sont d'abord rurales, et on a fait un sécoute à Kéro, à Kwandé, à Sinandé. Et vous voyez, dans cette logique, ça veut dire quoi? Nous tenons même du temps d'activité des populations pour émettre. C'est ça. Et pour émettre, et les programmes soient adaptés à leurs besoins, parce qu'en réalité, c'est eux, d'abord non seulement les contributeurs à l'écoute des programmes, mais c'est eux, pour eux, la radio est là. D'accord, nous vous souhaitons beaucoup de courage. Merci. Docteur Bior Ourounuki, merci à vous, Philbert Adjumé Fassou. Mesdames et messieurs, retour sur l'actualité de ce jeudi matin à travers la lecture des journaux. Il a fait ce travail pour nous ce matin. On va le retrouver dans cette revue de presse. Il l'annonce. Narcisse Alossé, c'est parti. Mesdames, Messieurs, bonjour. La crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19 revient au devant de l'actualité. Au Bénin, les chiffres grimpent et les publications nous apprennent ce matin que le pays a franchi la barre des 500 cas confirmés avec de nouveaux décès. Covid-19 au Bénin écrit la cloche en haut de une. 3 décès en moins de 48 heures. Le quotidien Fraternité parle de 40 cas confirmés en 24 heures pour 3 nouveaux décès. D'autres publications précisent que le Bénin compte désormais 572 cas confirmés, dont 12 décès. Le Canard de Ménotin lui consacre la grande partie de sa parution du jour à cette pandémie et trouve que dans la lutte contre le coronavirus au Bénin, la police sanitaire est le grand absent. Jadis très connue pour ses actions dissuasives et répressives, la police sanitaire s'est éclipsée pendant ce contexte d'urgence sanitaire, constate mon confrère. Or, poursuit le journal, cette unité spécialisée est bien plus qu'indispensable en ces temps de veille, de prévention et de lutte contre la pandémie qui défie les frontières. Certes, la police républicaine est sur le terrain pour rappeler à l'ordre les citoyens qui ne respectent pas les gestes barrières, mais il faut plus que ça, conseille Fraternité. L'ennemi n'est pas que la Covid-19. Celle-ci n'est que l'arbre qui cache la forêt et pour une unité qui a été mise en place pour contribuer à l'éducation des citoyens sur les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement, sa présence dans les ménages, dans les quartiers de ville et dans les villages est indispensable pour faire respecter les mesures d'hygiène partout et en tout temps, ajoute Fraternité. En plus de ces conseils, mon confrère fait un plein feu sur les impacts de la Covid-19 au Bénin et constate que la pandémie a fait chuter les performances économiques du pays. Et selon la publication, le taux de croissance attendu en 2020 est de 3,5% contre 6,9% en 2019. Le journal Matin Libre, lui, s'intéresse aux mesures sociales prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus et constate qu'il y a confusion chez beaucoup de Béninois. TVM, électricité et crédit, nécessité de repenser, semble s'exclamer Matin Libre. Toujours au devant de l'actualité, les membres du gouvernement ont sacrifié à la tradition de leur rencontre hebdomadaire hier mercredi et les décisions qui y sont issues occupent les colonnes des journaux ce matin. Conseil des ministres, 2 communications et 3 nominations affichent en haut de une le quotidien La Cloche. Et au nombre de décisions, informent les publications, il y a la construction d'un centre culturel de rencontres internationales. L'édifice sera érigé à Ouida, précise mes confrères. Il s'agit, selon La Cloche, d'un méga-projet conçu pour redonner vie au potentiel artistique et culturel du Bénin. Un projet qui a pour mission essentielle de faciliter la recherche historique, la restitution et le partage des résultats avec le public et de proposer un travail pédagogique et éducatif autour des arts. En somme, rapportent les Canards, un centre multidimensionnel qui va s'occuper de l'organisation des expositions, des manifestations culturelles et artistiques. Et dans son communiqué publié par la quasi-totalité des journaux ce matin, le Conseil des ministres a autorisé la signature d'une convention de partenariat entre l'État, l'Association Centre culturel de rencontres internationales et la mairie de Ouida. Centre culturel de rencontres internationales, écrit La Nation, la convention de partenariat de construction bientôt signée. Création et diffusion de produits culturels, conclut le quotidien La Cloche. Ouida, un joker pour la création artistique
grâce à Patrice Talon. En plus de la création de cet édifice culturel, les journaux nous apprennent que les membres de l'exécutif ont approuvé au cours de leurs assises le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2021-2023. Dépenses publiques 2021-2023, le document de programmation budgétaire et économique adopté, peut-on lire, à la 2-2-1 du journal L'Économiste. Le même sujet fait le gros titre du quotidien La Nation, pour lequel le document pluriannuel des dépenses est approuvé pour ce qui est de la programmation budgétaire et économique. À en croire le communiqué du Conseil des ministres dressé dans les colonnes des journaux, le dit document décline une stratégie économique soutenue par un renforcement des institutions et une amélioration continue de la gouvernance en vue de garantir de meilleures conditions de vie aux populations. Mes confrères rapportent que ce budget-programme donne priorité aux volets tels que la protection sociale et la solidarité nationale, l'accès des populations à l'eau potable et à l'énergie électrique, la construction d'un cadre de vie sain, moderne et durable et le renforcement de la qualité du système sanitaire. Pour le quotidien matinal, le Bénin renforce l'option budget-programme. Dans la suite, ce matin, le quotidien Matin Libre nous apprend que la Société béninoise d'énergie électrique est prise en otage par un prestataire. C'est l'essentiel à retenir ce matin de l'actualité, vu et commenté par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à demain. Demain, nous serons vendredi au programme la chronique fait de société suivie du débat. Vous aurez votre zapping réalisé par Wahab Alipara. On notera également notre invité média et l'invité culture. Vous aurez également les caricatures de la semaine avec l'enfant Claudio et puis la revue de presse puisqu'il va nous revenir Narcisse Alossé. Ainsi se résume le programme de demain matin sur Actu Matin, sans oublier la une des journaux et puis le bulletin de l'information. Votre rendez-vous matinal de ce jeudi, c'est terminé. Merci à tous de votre attention. Pour ceux qui sont dans le sud du Bénin, notamment à Cotonou, Porto Novo, Semepoji ou encore à Bomé, Calavi, Ouida, prenez donc vos dispositions. Il pleut sur le sud du pays. Merci à chacun et à tous de votre attention. Merci à toutes les équipes techniques qui ont bravé la pluie pour être avec nous ce matin. Merci également à vous. Rendez-vous demain à partir de 7h. D'ici là, gardez le sourire. Au revoir.